Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ça fait du bien, un joyeux Noël. C'est Noël espagnol. On vous souhaite un joyeux Noël. Vous parlez très bien l'espagnol, bravo. On vous souhaite la bienvenue. On vous souhaite un joyeux Noël, bien entendu. On espère que ça s'est bien passé au sein de la famille. Et ça va, Philippe David? Ça va très bien. Je suis sûr que le Père Noël a été d'une grande générosité avec vous. C'est mon père, le Père Noël, donc forcément, il est obligé de me gâter. Ah oui, mais vous avez été gâté alors. Absolument. Je vous ai aujourd'hui. Merci, mais je vous ai aussi, avec grand plaisir. Et même le 25 décembre, on est heureux d'être ensemble. En attendant, on est ensemble jusqu'à 19h. On est ravis d'être avec vous en cette journée de Noël. Au sommaire de cette émission à 17h13, retour sur l'émotion de Notre-Dame. 5 ans après l'incendie, la cathédrale a recueilli ses premières messes de Noël. Après cette renaissance, la religion catholique trouve-t-elle un nouveau souffle? Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, la France est encore la fille aînée de l'Église? Est-ce que le symbole de Notre-Dame peut redonner un nouvel élan à la religion catholique en France? Et à cette question, vous répondez oui à 50%, non à 50%, bref, un résultat helvétique. Venez nous donner votre avis au-delà temps, au 0826 300 300, sera un avis mais pas une confession. Et Lionel Duigou sera avec nous, ancien journaliste devenu prêtre, et son livre Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. Le grand débat du jour à 17h30, la 5e République, vieillissante et fragilisée par les déséquilibres intérieurs à la Constitution, a démontré son inadéquation face aux évolutions de la société française. Faut-il repenser nos institutions? Alors parlons vrai, est-on en train de vivre une crise politique, suite à l'Assemblée ingouvernable, ou une crise de régime? Et à cette question, sommes-nous arrivés au bout de la 5e République? Vous dites oui à 83%. Aude attend encore vos appels au 0826 300 300. Jérôme Sainte-Marie sera avec nous, politologue, fondateur de Polling Vox, et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, focus sur la polémique autour de Manuel Valls, traité d'étron par un auditeur, je cite. En réaction, Rima Hassana de LFI a exprimé son soutien à l'auditeur. Sommes-nous dans une banalisation de l'insulte? Alors un livre s'était intitulé Un président ne devrait pas dire ça. Est-ce que des parlementaires ne devraient pas tweeter ça? Et à cette question, êtes-vous choqué par le soutien de parlementaires aux injures contre Manuel Valls? Eh bien encore une fois, c'est un score de parité. Vous dites oui à 50%, non à 50%. Vous voulez réagir? Appelez le 0826 300 300 ou Aude ne vous insultera pas, ne vous inquiétez pas. Philippe Moreau-Chevrolet sera avec nous, professeur de communication politique à Sciences Po. On vous souhaite la bienvenue. C'est un peu un spécial Noël, même si c'est l'actualité. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, avant de vous faire part de ce deux petits nouveaux, Bruno Pomar est avec nous, fondateur du RAID et maire de Belleflou dans l'Aude. Bonsoir monsieur le maire. C'est la première fois que je vous dis monsieur le maire. Mais ça fait plaisir, ça soigne mon ego et c'est important. Croyez-moi, c'est un peu surtout, difficile. on se faisait une réflexion avec Cécile, on se demande comment Belleflou n'est pas préfecture de la région Occitanie. C'est ça. Parce que par rapport à Montpellier, Toulouse, c'est petit, voire même capitale de la France. C'est une très bonne analyse, mon cher David, et je me demande même si je vais pas être nommé un jour ministre, parce que quand on est ministre, on peut se permettre d'aller faire les conseils municipaux. Donc, est-ce que dans votre mairie, est-ce qu'il y a nos effigies ou pas encore? Non. Mais si, j'ai mis un poster et il y a Macron derrière moi. Ah oui, et nous quand même. Non, on parle de nous en fait, parle de oui, vous. sur radio aussi. Nous parle de nous, on va les tout avoir. Si, tu peux côté ça sur moi. m'étonne pas. Albert Schulman est avec nous, fondateur accélérateur de start-up. Bonsoir Albert, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Alors, le principe du micro, c'est de parler dedans. Tirez-le, il est mobile. Voilà. Ça va Albert? Ça va bien. Ouais, vous êtes en forme? Super. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Pas grand chose, c'est Noël. C'est Noël, d'accord. Il a mangé. Frédéric Abécassis avec nous, directeur d'école de communication et de médias. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Voilà, ils sont timides. Non, Oui. du Mais tout. qu'est-ce que vous êtes timide? Chantez-nous une Joyeux chanson. Noël à tous les auditeurs. Ouais. Joyeux Noël. Et merci pour ce cadeau en plus de m'avoir invité aujourd'hui. Oui. Ah ben ça vaut une cagnotte de l'euro million. Non mais c'est jamais gratuit, hein. Vous savez pas ça. C'est bien pour ça que j'ai rien dit. Et vous savez pourquoi ils sont timides tous les deux? Non. Parce qu'en arrivant en plaisantant, j'ai dit j'ai un dossier sur chacun. Oui, Et du coup, ils ont dit, rien. Ah oui, vous êtes cerné par la On vous a êtes eu cerné monsieur par la le maire, police, alors là. forcément, on n'est pas dans la même catégorie. Et Raphaël est avec nous, qui nous appelle de Cachan. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir les vraies voix, bonsoir à tous, et joyeux Noël à tout le monde, ainsi qu'à vos invités. Joyeux Noël. Joyeux Noël Raphaël. Raphaël, on me dit que vous chantez très très bien Mon beau sapin.
écoutez, alors pas forcément mon sapin, mais peut-être effectivement. Non mais allez-y, Petit Papa Noël. Allez-y direct. Voilà, c'est mon beau sapin, roi des forêts. Moi, ça mérite des applaudissements quand même. Ouais. Écoutez, c'est comme The Voice, je voulais me retourner, je ne me retourne pas. Je vous le dis tout de suite, je ne me retourne pas. Mais non, mais mon beau sapin, vous connaissez les paroles quand même, non? Petit Papa Noël, allez, Petit Papa Noël. Mon petit Papa Noël, déjà ça démarre mal. quand tu descendras du sel, Pas du sel. des cadeaux par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Non mais attendez, Raphaël, c'est pas quand tu descendras du sel. Petit Papa Noël, il descend pas avec du sel, il descend du ciel. Si vous l'avez oublié, le sel est à la cuisine, vous mangez au rez-de-chaussée, il vous le descend. Voilà, écoutez. Quand tu descendras du ciel avec tes jours par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Non mais bravo. Moi, je propose qu'on fasse la chorale des vrais voix. Il y a Tino Rossi qui a chanté ça. Oui. Ouais, absolument. C'est son plus gros Tu tube. sais pourquoi je pense à lui? Parce que je l'ai trimballé nous voir. Quand c'est ce qu'on a écouté. écouté, Des flics, je faisais la sécurité rapprochée de ministre. Ça y est, J'étais il va avec être Franceschi, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique. Qui était corse. Du temps de Gaston Defer et qui était maire d'Alfortville, ouais. Je l'ai trimballé dans la bagnole. C'est pour ça que je pense à lui. Ah oui. Qui ça? Vous en Tino foutez? Rossi. Tino Rossi. Tino Rossi. Il est à ses obsèques. Elle va être passionnante cette émission. Tout le monde s'en fout. Raphaël, pardon, vous vouliez réagir et dire quelque chose d'intelligent, ce qui n'est pas notre cas. Vous vouliez revenir sur Mayotte, Raphaël. Alors effectivement, je souhaitais pousser un coup de gueule, si j'ose me permettre, c'est que si l'État a pu être aussi efficace en rien de temps, c'est de dépêcher des moyens de secours pour la pollution de Mayotte, c'est parce que Mayotte fait partie et d'entendre parler par les élus locaux, mais aussi quelques habitants, de dire que l'État est inefficace, inadmissible. Alors on n'entend pas ce que vous dites, Raphaël, parce qu'on ne comprend pas. En fait, c'est pas un coup de gueule contre l'État, c'est justement un coup de cœur contre l'État. C'est ce que vous dites, en disant que la réactivité, oui, tout à fait. C'est ça. La réactivité de l'État était effectivement au rendez-vous, doit être saluée par tout le monde. Et au contraire, on s'aperçoit que les élus locaux, la députée Lyotte de Mayotte, Estelle Youssoufa, exactement, qui s'exprime sur les plateaux de télévision ou par la radio, décrit le contraire. Et bien sûr, ce qui me chagrine, c'est que il y a des hommes et des femmes qui sont intervenus en un temps à Mayotte parce que l'État est... Et d'ailleurs, comme vous le savez, il y a un capitaine de qui est décédé à Mayotte parce qu'il est intervenu sur place. Absolument. Raphaël, vous restez avec nous, on va tester la ligne parce qu'on vous entend pas très bien et ce serait dommage. On va faire une petite pause, on va revenir dans quelques instants, puisqu'on va revenir sur Notre-Dame de Paris avec ses premières messes qui ont eu lieu hier. Après 5 ans de travaux, la religion catholique peut-elle booster l'enthousiasme de ses fidèles? Alors parlons vrai, est-ce que pour vous la France est encore la fille aînée de l'Église? Est-ce que le symbole de Notre-Dame peut redonner un nouvel élan à la religion catholique en France? Eh bien pour le moment, vous dites oui à 51% pardon, sur Twitter. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Ça sent le Michael Bublé, ça, non? Hein? Oui, tout à fait. Ah, voilà, qu'est-ce 2 points pour le blind test. Bravo. Avec autour de cette table Bruno Pomar, fondateur du RAID des maires de Belleflou dans l'Aude, Albert Schulman qui est avec nous, fondateur d'un accélérateur de start-up, et Frédéric Abécassis, directeur d'école de communication et de médias, avec Philippe David. Allez, tout de suite, le premier débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Notre-Dame renaît des cendres pour célébrer la naissance du Christ. Célébrer l'incarnation de Dieu parmi nous dans Notre-Dame qui vient de réouvrir. Pour la première fois depuis 5 ans, l'archevêque de Paris préside l'office dans cette cathédrale entièrement rénovée. La messe de Noël, vous présentez, faut pas la rater, celle-là. Il est né un divin enfant.
Retour sur l'émotion de Notre-Dame de Paris. 5 ans après l'incendie, la cathédrale a accueilli ses premières messes de Noël. Après cette renaissance, la religion catholique trouve-t-elle un nouveau souffle? Alors parlons vrai, la France est-elle encore la fille aînée de l'Église? Est-ce que pour vous ça va donner un élan? Est-ce que le symbole de Notre-Dame peut redonner un nouvel élan à la religion catholique en France? Vous dites non à 51%, vous voulez réagir. On attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité Daniel Digou était avec nous, ancien journaliste devenu prêtre. Son dernier livre, Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Daniel Digou. Bonsoir Philippe David. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Joyeux Noël. à vous. Et Albert Schulman, aujourd'hui, est-ce que cette religion qui est un petit peu en berne, hein, soyons clairs, peut retrouver un petit peu de souffle avec cette cathédrale? Alors, elle est peut-être en berne en France, mais pas forcément dans le monde, hein, puisque le catholicisme continue à se développer dans le monde. Maintenant, fini de l'Église pour la question qui avait été posée. Si le pape ne vient pas à l'inauguration, enfin la réouverture de Notre-Dame, je suis pas sûr que ça aide beaucoup pour que ce soit effectivement la fille aînée de l'Église. Ouais. Après, il est venu en Corse, mais bon. Oui. Mais Bruno Pomar. Ce que disait notre ami, il y a 1,5 milliard de croyants dans le monde, je crois, un truc comme ça. Hein, je regardais bon, c'est ce qui est énorme. Alors, entre croyants et pratiquants, est-ce que c'est en berne en France? Je sais pas, mais je crois que la religion elle-même a su se remettre un petit peu dans le mouvement, c'est-à-dire évoluer avec les réseaux sociaux. On voit plein de choses qui émanent de la religion. Donc, est-ce que pour autant ça va ramener des adeptes, j'allais dire oui, des fidèles croyants? Oui. Ouais. Moi, je suis un catholique non pratiquant, mais oui, je pense que c'est important. Et la cathédrale Notre-Dame de Paris, je crois que c'était une belle chose en même temps. Et puis un beau pied de nez d'ailleurs à ceux qui ont dit de Macron que on n'y arrivera jamais. Là, bravo. Et c'est un monument, ça fait partie de notre histoire. Et ça prouve qu'impossible n'est pas français. Frédéric Abécassis. Alors, ramener les Français dans les églises, sans doute, mais pas forcément les catholiques, moi je pense. Ce qui est sûr, c'est que ça a donné envie de retourner voir les églises, parce que c'est quand même assez magnifique, voire magnifique, de rentrer dans une église. Et les curieux, alors ça veut dire? Oui, c'est du curieux, les touristes, etc. C'est du patrimoine, ouais, et je l'ai vraiment senti depuis quelques temps autour de moi et cet été aussi. Ça donne envie de retourner effectivement, parce que c'est super joli une église. Après, de là à ce que ça rebooste la religion catholique, ça va passer aussi par la jeunesse, je pense. Et d'autres religions font ça et passent par la jeunesse. Donc, au-delà de la jeunesse, dans le rural, moi je vois, dès qu'il y a des messes dans mon petit village ou au village à côté, il y a quand même beaucoup de monde. C'est un truc, d'ailleurs, quand le maire ou un élu loupe la messe, tout le monde en parle. C'est la sortie de la messe que vous connaissez tous les piapias du village. C'est mieux que le bistrot. C'est ça. Alors Daniel Digou, vous êtes ancien journaliste, vous avez été même grand journaliste, vous avez présenté le 20h et vous êtes devenu prêtre à 50 ans. Vous avez un parcours exceptionnel. Est-ce que vous avez vu le profil des fidèles changer? Et surtout, on disait que les églises se vidaient. Est-ce que vous les voyez à nouveau se remplir, vous en tant que prêtre? Moi, je pense que on assiste avec les défis qui sont gigantesques devant nous à un retour peut-être pas du religieux, mais du spirituel, parce que il y a un besoin pour n'importe qui de se repérer et aujourd'hui, compte tenu de tous les changements, il y a une perte de repères et il y a un besoin de se poser la question, mais qu'est-ce qui donne du sens à la vie? Au pays, à la terre aussi, puisque parmi les grands défis, il y a une mort annoncée de la terre à cause du changement du climat. Donc il y a une incertitude qui provoque des peurs, et donc il y a le bon côté, c'est effectivement de s'interroger sur le sens de l'histoire, le sens de la vie. Mais moi, je suis un peu inquiet, en tout cas interrogatif, sur le fait que il peut y avoir des valeurs refuges. La cathédrale est magnifique, évidemment, c'est un choc. Mais est-ce que c'est pas comment dirais-je, un regard sur le passé? Il y a des chroniqueurs qui ont dit d'ailleurs, c'est patrimonial en fait. Oui. C'est patrimonial, tout à fait. Il y avait des puissants là, mais c'est pas tous les puissants de la terre. Daniel, pardon. Allez-y. Je veux dire que il y avait des absents et il y a une reformulation du politique aujourd'hui dans les pays et dans le monde, de nouveaux rapports de force. Et moi, je distinguerais la réouverture de la cathédrale
avec l'absence du pape, et en revanche le pape en Corse qui se tourne vers les problèmes de la Méditerranée. Et c'est un autre monde qu'il regarde. C'est pas le monde d'hier, c'est le monde de demain. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'on assiste quand même à une augmentation des baptêmes d'adultes en 2024. Donc ça veut dire que quand même il y a, alors c'est plus de 30% cette année, mais c'est quand même pas mal ce chiffre. Oui, tout à fait. Et ça veut dire que, parce que quand on est enfant, on a une façon de dire la foi, de dire Dieu, etc. Mais puis ensuite, il y a l'adolescence et ça tient plus. Il y a une redécouverte de la foi à partir d'un certain âge, parce que on est affronté en tant qu'homme, en tant que femme, à la problématique de l'amour, d'être avec l'autre, et c'est pas évident. Et là, il y a au-delà de ce qu'on a pu apprendre au catéchisme, il y a une redécouverte d'une certaine vérité humaine, avec un petit V. Et l'essentiel, on s'en aperçoit dans ce monde avec la performance, la rentabilité, on s'aperçoit que l'essentiel n'est pas là, et qu'elle est plutôt dans la solidarité, la responsabilité, la justice, la fraternité. Et ça, c'est formidable que des jeunes redécouvrent un catéchisme, je dirais, fort des doutes que l'on peut avoir quant à l'avenir de l'humanité. C'est quand même la modernité, un grand défi pour toutes les religions et pour les hommes et les femmes aujourd'hui. Vous avez choisi de vous faire baptiser cette année ou l'année prochaine en tant qu'adulte. Venez témoigner au 0826 300 300. Albert Schulman. Oui, effectivement, il y a une montée de spiritualité qui va avec la montée des peurs. Je crois que l'un et l'autre sont assez... Et on se retrouve un peu comme dans l'an 0. En fait, ou l'an 1000, la peur de l'an 1000. Oui, c'est vrai, mais moi j'aurais dit l'an 0 parce que on a une montée de sectes, wokisme, écologisme, islamisme, etc., qui sont des sectes qui disputent un peu la place aux religions qui sont établies. Et en fait, c'est aussi ça qui est le défi des religions établies comme le catholicisme, c'est de garder la croyance alors que les autres promettent un futur différent. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pense, alors je fais un grand pas en avant par rapport à la religion catholique, c'est avec l'islamisme radical. On voit de plus en plus de gens qui se radicalisent et qui vont vers la foi, mais extrême, de l'islam radical. Et ça, c'est hyper inquiétant. Donc ça veut dire que... Mais je rebondis sur ce que disait Daniel Guy, je sais plus, c'est Daniel qui en parlait tout à l'heure, de le fait que ces religions, elles sont de plus en plus politisées. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé en Corse avec le pape, on se dit bah oui, pourquoi pas Notre-Dame, pourquoi pas finalement à Paris. Est-ce que, enfin, c'est quoi? Est-ce que aujourd'hui il faut que ces religions soient politisées? Il y a un mélange. En tout cas, c'est bien que... Les prises de parole, en tout cas, sur des... en tout cas, on sent bien que les nouveaux baptisés catholiques ou ceux qui le font adultes, il y a un peu un réflexe aussi de défense et de se dire j'ai un peu raté une coche. Voilà, plus jeune, et voilà, et je montre et j'affirme ma foi maintenant, puisque d'autres religions n'hésitent pas à affirmer violemment leur foi parfois. Donc, je pense que c'est plus en réaction, oui. Alors, Daniel, allez-y, Daniel. Oui, Philippe. Je pense qu'en vous écoutant là, qu'il y a une formidable défi pour les religions en général et la religion catholique. Aujourd'hui, on fête la nativité, ok, mais c'est la nativité dans une crèche. Ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a un regard nouveau à avoir sur l'humanité et l'avenir de l'humanité. Et comment s'interroger sur les valeurs qui font qu'on est un homme, une femme aujourd'hui, compte tenu des changements profonds. Oui, mais il faut que les religions évoluent aussi avec la société. On ne peut pas rester figé dans le marbre. Oui, et quand j'avais rencontré le pape, il avait eu quand même cette phrase extraordinaire. L'essentiel, c'est de sortir de l'Église. C'est-à-dire que une chose est le rite, et dans les religions, on peut s'enfermer, ça peut devenir des sectes. Alors que pour lui, le pape François, l'essentiel, c'est d'aller vers l'avenir avec les hommes et les femmes, c'est-à-dire sortir de l'Église pour aller là où se joue l'avenir de l'homme. Ce qui est sacré au fond aujourd'hui, je termine, ce qui est sacré au fond aujourd'hui, c'est pas le rite pour le rite, c'est avec une vision politique, c'est vrai. Regardez ce qui va conditionner l'avenir de l'humanité demain. Daniel Guigou, Cécile de Bénibus a appelé les religions à se moderniser.
Vous avez écrit un livre il y a quelques années. Moi, j'appelle personne. Hein, vous avez écrit un livre. Je vous avais interviewé. Vous prôniez notamment l'ordination d'hommes mariés, ce qui était assez iconoclaste dans l'Église catholique. Vous aviez rencontré le pape pour lui en parler. Est-ce que vous pensez alors? Ordination d'hommes mariés, il y en a déjà qui sont diacres, mais pourquoi pas, et pourquoi pas, alors là je vais être carrément révolutionnaire, j'espère ne pas vous choquer, l'ordination de femmes, est-ce que ce sont deux thèses, qui pourraient avancer au sein de la curie romaine? Mais oui, et il me semble qu'aujourd'hui, dans cette société complètement nouvelle et qui s'invente, il y a des signes nouveaux qu'il faut produire. Et l'Église est au pied du mur. Sachez que, par exemple, prenons l'exemple de Paris. Dans 5 ans, il y aura plus que la moitié des prêtres aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut changer notre façon, pour l'Église, d'être présente au monde. Et comment être présente au monde aujourd'hui? C'est en rejoignant la modernité des hommes et des femmes. Et donc, le jour où aujourd'hui le pape ne peut pas, parce que il y a une telle résistance au niveau du Vatican qu'il ne veut pas exposer l'Église à un schisme. Mais il l'a dans la tête. Et pour lui, ce serait un signe que d'ordonner des femmes. Et en attendant, si on ne va pas tout de suite, immédiatement à ce genre de signe, c'est d'ordonner des hommes mariés. Car de toute façon, il n'y a plus de prêtres. Moi, je suis à l'aumônerie de la Pitié-Salpêtrière. Je suis pratiquement le seul, alors que c'est l'hôpital le plus grand fréquenté, d'Europe. c'est ça. Donc, il y a un défi gigantesque de trouver des paroles nouvelles pour dire l'espérance. Mais justement, ces nouveaux signes seraient une façon de dire que on a confiance dans les hommes et les femmes aussi. En tout cas, le sacré ressort généralement avec des problèmes du quotidien. Albert Schulman. Les vrais voix veulent réagir. Albert Schulman. Alors aujourd'hui, on est non seulement Noël, mais le premier jour de Hanouka, la fête des Lumières. C'est vrai. Et quelle est la religion qui a pas beaucoup changé depuis plus de 5000 ans et qui est toujours là? C'est le judaïsme. Oui, c'est vrai. Et pourtant, on s'adapte tout le temps. Et pourtant, il y a des femmes rabbins. Donc on a un tronc qui bouge pas. Et on a tout le reste, les branches qui s'adaptent en permanence à l'air du temps. C'est peut-être ça aussi un des chemins. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, monsieur. Et je pense que l'Église, si l'Église est encore debout, c'est qu'elle a fait un certain nombre de changements. Et il faut qu'elle continue. Et ma peur aujourd'hui, ce serait qu'elle reste figée, en fait. Un retour en arrière. Ouais. Pardon ? Qu'elle reste figée, c'est ça que je voulais dire. Oui, ou même qu'il y ait un retour en arrière. Moi, l'autre fois, c'était il y a 3 ou 4 jours, j'étais invité dans une paroisse avec le curé qui me dit, tiens, je suis content, je vais te montrer les jeunes prêtres qui viennent travailler avec moi. Et quand nous entrons dans la salle à manger, je vois les 3 prêtres se lever en soutane. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la soutane soit un signe de libération. Alors, vous voulez réagir, Bruno Pomar? Oui, mais j'abonderai dans le sens de Daniel. Mais il y a des diacres également, parce que moi je vois malheureusement, il y a un mois j'ai perdu mon frère. On a fait une messe dans mon petit village, et c'est 2 femmes d'ailleurs qui ont fait la cérémonie. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on ne développe pas assez le diaconat et le diaconat féminin. Il faut sortir, encore une fois, comme le disait le pape lui-même, il faut sortir de l'Église, c'est-à-dire il faut sortir d'une certaine façon de faire institution. L'institution doit bouger. Et d'autres religions, comme la religion juive, a su le faire avec une intelligence, c'est-à-dire accueillir la modernité. Merci beaucoup, Daniel Bugou. Je peux vous poser une question personnelle au titre de la confession, comme on est le jour de Noël? Ça reste entre nous, personne n'entend. L'exemple d'un animateur de radio sympathique dont la co-animatrice s'appelle Culbuto en raison de l'argent en bon point, c'est un péché véniel ou un péché mortel? Non, moi j'ai envie de dire, moi je dis Alléluia. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alléluia aussi. Exactement. Et ben voilà. Merci monsieur, merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, ancien journaliste devenu prêtre, et son livre, je rappelle, Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. Vous restez avec nous dans un instant. Retour sur l'avenir de la Ve République, un modèle institutionnel vieillissant, inadapté à la société française d'aujourd'hui. Faut-il envisager une 6e République? Alors parlons vrai, vit-on une crise politique ou une crise de régime? Sommes-nous arrivés au bout de la 5e République? Vous dites oui à 83%. Vous voulez réagir?
Aude attend vos appels et on n'est pas au bout des vraies voix au 0826 300 300. Avec Jérôme Sainte-Marie qui sera avec nous dans quelques instants, politologue et fondateur de Polling Vox. Restez avec nous, on revient dans un instant. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime tant verdure. Vous savez, quand j'entends cette chanson, Philippe David, je me dis que je chantais tellement bien à l'époque. Bah, allez-y, chantez. Non, je. Ah, bah si, dedans. Non, je préfère m'écouter. Je préfère m'écouter. Ouais, je chante ça quand je sors de ma douche. Mais je savais pas que Mireille, non, mais j'ai fait c'était ça au votre deuxième débeauté prénom. avec mon téléphone. Ah ouais. C'est vraiment hyper easy. Allez, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h autour de cette table. Bruno Pomar, fondateur du RAID des maires de Belleflou dans l'Aude. Albert Schunman, cofondateur d'un accélérateur de start-up, ce qu'on appelle Scalop Booster. Et puis Frédéric Abécassis, directeur d'école de communication et de médias. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est vrai que jamais un chef de gouvernement avait eu, nouveau pour sa première mesure, donc qui a été faite il y a quelques jours, n'a autant de mécontents, 66%. Eh bien, quand on regarde les points de faiblesse de François Bayrou, il y a le fait que, en fait, c'est l'ancien monde. Être impopulaire, avoir des difficultés d'opinion, ça n'est pas grave si on fait quelque chose. Il est un peu perçu comme un escroc, c'est ce que nous disent les Français. Le fait qu'il apparaisse un peu comme opportuniste, toujours à retourner sa veste, etc. Donc il n'a pas un capital confiance très élevé. Je dis depuis longtemps, depuis plusieurs mois, que je ne vois pas comment un pouvoir exécutif, présidentiel et un gouvernement peuvent résister à ce degré d'impopularité de l'opinion. La 5e République vieillissante et fragilisée par des déséquilibres internes à sa constitution a démontré son inadéquation parfois face aux évolutions de la société française. La crise actuelle pourrait-elle précipiter sa chute ? Alors parlons vrai. Est-ce que la crise que nous vivons est due au personnel politique ou aux institutions ? Et à cette question, sommes-nous arrivés au bout de la 5e République ? Vous dites oui à 82% désormais. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Notre invité du jour, Jérôme Sainte-Marie, politologue et fondateur de Polling Vox. Bonsoir, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par vous, Jérôme Sainte-Marie, pour changer. Est-ce que aujourd'hui, à cette question, est-ce que nous sommes arrivés peut-être au bout de la 5e République ? Oh, j'en suis pas sûr, parce que ça supposerait un changement de constitution auquel les Français ne sont pas forcément attachés. Actuellement, ils sont mécontents, mais c'est une première. Jusqu'à présent, ils croyaient que la 5e République permettait effectivement, quelles que soient les circonstances politiques, elles ont été très changeantes depuis 1958, ça permettait de diriger efficacement le pays. C'est tout à fait nouveau que les Français, alors c'est votre enquête, mais il y a d'autres sondages qui semblent le montrer, c'est tout à fait nouveau qu'ils considèrent qu'il faut passer à autre chose et aller vers cette idée extrêmement imprécise de 6e République. Pour l'instant, moi je suis prudent, ne mélangeons pas l'impopularité du président avec la volonté de changer de constitution. Le maire de Belleflou. Non, je partage ce que dit Jérôme Sainte-Marie, qui est un spécialiste du domaine. Mais c'est vrai qu'on a gardé la 3e 70 ans, en fait, qui n'était pas tout à fait une constitution d'ailleurs. C'était pas tout à fait ça, ouais. Ensuite, on a évolué avec la 4e qui est passée 5e par la volonté de Gaulle, pour faire des réajustements, pour donner plus de pouvoir au président et au Parlement. Il est vrai que on peut faire des ajustements, c'est-à-dire que la Constitution elle a évolué, la charte sur l'environnement en 2020 par exemple, donc on peut la faire évoluer, mais dans les textes, actuellement je lisais un bouquin, je te le disais tout à l'heure Philippe, c'est très bien, intéressant. vous lisez des bouquins, c'est bien. Non, sur la Constitution, j'allais dire pour les nuls, mais c'est très bien résumé, je me rappelle plus le nom de la constitutionnaliste qui a fait ça, formidable, c'est super bien expliqué. On a une Constitution qui nous donne des bases très très solides pour notre pays, ensuite on l'a fait évoluer. Quel intérêt de la faire changer parce que M. Mélenchon a décidé, dans ces moments de délire extrême, de passer à la 6e? J'en vois pas l'intérêt. Albert Schunman, peut-être. Moi, j'ai un peu le sentiment que les difficultés de notre 5e République aujourd'hui sont liées à toutes les petites transformations qu'on a accumulées, la longueur des mandats, etc., et qui en fait l'ont vidé de la structure même qu'elle avait. Notamment le septennat qui finit par exactement.
Non, allez-y. Non, c'est bon. Frédéric Abécassis, on vous retrouve. Jérôme Sainte-Marie. Au-delà de la 5e République, j'ai même l'impression de m'être retrouvé à la 4e République que j'avais vaguement étudié dans les livres d'histoire et dont je pensais pas me retrouver dedans en tout cas. Si on avait joué à Retour vers le futur, je préfère revenir dans les 30 Glorieuses, tant qu'à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un souci avec l'histoire de majorité, ça. Et depuis la majorité relative, suite à la réélection d'Emmanuel Macron. Déjà là, c'était un peu flou. Là, il n'y a plus du tout de majorité. Donc, il y a peut-être des choses à ajuster là-dessus pour qu'enfin il se dégage une réelle majorité. De là à effectivement passer à la 6e République et en plus pour avoir Mélenchon derrière, pas sûr. En allant, sans aller jusque-là, Jérôme Sainte-Marie, est-ce que le fait effectivement de modifier le mandat présidentiel, que cet équilibre finalement au Parlement, enfin, est-ce que tout ça crée des équilibres? Est-ce qu'il faudrait retrouver une autre forme, peut-être par la proportionnelle, par un mandat unique et un peu plus long, enfin voilà, de changer quelque chose? C'est toute la question. Alors, c'est quoi la 5e République? C'est un système qui permet, en 1958, qui permet à un gouvernement de diriger le pays sans être à la merci de l'Assemblée nationale. En fait, la Constitution de la 5e République, c'est d'abord des lois, notamment le 49.3, qui permet, des articles qui permettent de diriger, encore une fois, sans avoir sans cesse une crise gouvernementale. Ça, c'est le premier point. D'ailleurs, en 1958, le président de la République, général de Gaulle, n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il fait cette constitution particulière. Et ensuite, la 5e République, aujourd'hui, est confondue avec une réforme assez tardive, 4 ans plus tard, en 1962, quand on élit le président de la République au suffrage universel. C'est deux choses bien différentes. Et on a abouti ensuite à un système très éloigné des intentions du général de Gaulle, avec un clivage gauche-droite extrêmement clair, et le fait que de manière mécanique, eh bien, le président de la République avait quasiment toujours une majorité à l'Assemblée nationale, et quand il l'avait pas, il y avait une cohabitation qui lui permettait de se mettre à distance. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est tout à fait originale depuis 2022. On a à la fois un président de la République, et ça c'est sa responsabilité, qui se mêle de tout et qui ne se limite pas à la définition des rôles de l'article 5 et surtout de l'article 20. Jean Garrigue a fait un très bon article dans Le Monde aujourd'hui là-dessus, et qui montre un président de la République qui arbitre, mais qui n'est pas directement à la manœuvre, qui ne se confond pas avec le Premier ministre. Ça c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron. Il se mêle de tout en permanence, y compris de la composition du gouvernement. C'est extrêmement maladroit. Et puis, on a aussi autre chose qui, ça, n'est pas de la responsabilité d'Emmanuel Macron, qu'il subit comme tout le reste de la vie, comme tout le reste du monde politique. C'est le fait qu'on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ni une majorité en faveur du président de la République, ni une majorité contre lui. De cohabitation. Donc on n'a pas de cohabitation. Voilà. Donc on a ce système, et là c'est la faute de personne, si j'ose dire. On a un phénomène avec des gens qui sont été élus, notamment en 2024, mais également en 2022 d'une certaine manière, avant tout de manière négative contre le Rassemblement national. Et puis, mais le Rassemblement national lui-même n'est pas majoritaire. En réalité, personne n'est majoritaire dans cette Assemblée. C'est pourquoi l'idée commence à s'installer un peu partout, qu'une dose de proportionnel, par exemple un système proportionnel avec une prime majoritaire, ce que l'on connaît pour les collectivités locales déjà, eh bien, permettrait à la fois de bien représenter les forces politiques et d'assurer une majorité. Donc peut-être qu'une 5e République qui changerait... Qui se réforme un peu. Qui se réformerait par l'introduction à proportionnelle, serait une bonne solution par rapport à l'équilibre réel des forces politiques et permettrait d'avoir un gouvernement. Ça ne serait pas la première fois encore qu'on changerait un article important dans l'organisation de la 5e République. Je rappelle que en 1962, eh bien, on était sous la 5e République de 58 à 62, mais en 62, on a introduit une réforme radicale qui est l'élection du président de la République au suffrage universel. Et on reste, si j'ose dire, sous la 5e République. Pourtant, le régime a un petit peu changé. Et bien peut-être que la proportionnelle avec une prime majoritaire permettrait justement de rester dans la 5e, d'en garder les bons aspects et en même temps de sortir de la crise politique. Jérôme Sainte-Marie, on va au 0826 300 300 retrouver Raphaël de Cachan. Alors Raphaël, est-ce que vous pensez qu'on est au bout de la 5e République ou pas ?
Alors, pas du tout. Je pense qu'on est plutôt dans un contexte où la Ve République a été dégradée depuis 2007, depuis la présidence de Sarkozy, sur la répartition des rôles entre le président et donc le Premier ministre, oui. Qui effectivement apparaît maintenant comme un collaborateur et donc comme celui qui va dicter la politique de la nation. Donc on est plutôt dans un problème de personnes que d'un problème de régime ou d'institution en tant que tel. Et je rejoins parfaitement Jérôme Sainte-Marie sur le fait que les institutions de la Ve République ont été conçues pour effectivement impulser une action par la présidentielle, mais avec en contrepartie une Assemblée nationale qui effectivement doit être représentative des différentes sensibilités politiques. Et là, effectivement, il y a eu par le passé des arrangements avec l'introduction de la parcelle en 88, avec 86, souvenez-vous, 86, pardon, tout à fait, et qui peut tout à fait être remis au goût du jour aujourd'hui. Il s'agit davantage, à mon avis, d'un problème de personnes que d'un problème institutionnel au fond. Tout à fait. Alors, on va faire réagir Jérôme Sainte. Oui, allez-y. Pardon, non, mais je partage totalement. C'est le super pouvoir du président de la République et puis l'utilisation à outrance du 49.3 par borne. Ça aussi, ça a exacalement. Il n'y a pas eu les gens sont devenus fous. Rocard on avait fait encore plus entre 88 et 91. Mais dans la période aussi instable qu'actuellement, le NFP et la LFI en particulier en ont profité pour dire il faut, et Mélenchon en premier, une 6e République. Alors que c'est pas du tout utile. Albert Schuman. Moi, je crois qu'il y a surtout un problème, c'est qu'il y a une extrémisation des positions qui fait qu'au lieu de s'intéresser à l'intérêt général, chacun rejette l'autre parce que c'est l'autre. Donc on ne peut pas trouver de compromis. Et le vrai problème que je trouve dans la Ve République aujourd'hui, c'est pas la structure, ce sont les hommes. Oui. À force de pas s'écouter, on n'arrive pas à s'entendre. Alors, Jérôme Sainte-Marie, Raphaël de Cachan m'a remis une phrase en mémoire qui date de 1985 de mémoire. Quand la gauche avait mis en vigueur la proportionnelle départementale pour les législatives de 88, Valéry Giscard d'Estaing avait dit qu'il y avait 2 piliers à la Ve République, l'élection du du président de la République au suffrage universel et le scrutin majoritaire pour les législatives. Si on passe à la proportionnelle, est-on encore dans la Ve République ? Ben oui, enfin Valéry Giscard d'Estaing qui a bien connu cette période, il était ministre des Finances du général de Gaulle. Et il était même député sous la 4e. Voilà, il disait pas tout à fait la vérité, il faisait de la politique, parce qu'en réalité, je le rappelle une dernière fois, l'élection du président de la République, qui paraît comme la clé de voûte de la Ve République, n'apparaît que tardivement dans la Constitution. Donc on peut très bien imaginer que on change un mode de scrutin pour permettre justement de résoudre cette crise politique et surtout qu'on permette au président de la République, parce que ça c'est dans l'esprit du général de Gaulle, on a quand même beaucoup de témoignages là-dessus, il a quand même beaucoup parlé, beaucoup écrit. Le général de Gaulle, il veut un chef de l'État qui ne soit pas une potiche, comme c'était le cas sous la 3e ou la 4e, mais qui en même temps ne s'occupe pas de tout. Il sait très bien que nous n'avons pas de roi, nous n'avons pas de souverain, et donc il faut un président de la République qui soit dans la hauteur, qui soit dans l'incarnation de la nation, et qui soit dans son précaré, vous savez, c'est-à-dire essentiellement la défense, les relations internationales, la défense de la souveraineté sous toutes ses formes, disons. Ça devrait être le rôle du président de la République, tout le reste devrait être subsidiaire. Le problème, c'est qu'on a avec Macron, mais c'était déjà un peu le cas auparavant, ça a été rappelé par un auditeur d'ailleurs, c'était déjà un petit peu le cas avant, ça a été maximalisé par Macron. On a un président de la République qui veut se mêler de tout et qui, à force de se croire tout puissant, eh bien, devient totalement discrédité. Je rappelle que Emmanuel Macron, aujourd'hui, dans les sondages, est à son niveau maximal d'impopularité. Il est plus impopulaire encore qu'au moment des Gilets jaunes. Oui. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'interprétation finalement des rôles de chacun ? Chaque président interprète un peu son action, et est-ce qu'on peut pas plutôt cadré? Est-ce que c'est pas suffisamment cadré finalement? Surtout quand on passe de normal à Jupiter, ça fait quand même un gros écart. Non, mais c'était, vous savez, c'était assez bien compris autrefois. Quand on est passé du général de Gaulle à François Mitterrand, deux personnages qui étaient vraiment opposés. Et François Mitterrand s'était radicalement opposé à la Ve République, à sa fondation. Il avait parlé du coup d'État permanent pour dénoncer non seulement le général de Gaulle, mais même les institutions. Mais lorsqu'il devient président de la République longtemps après,
eh bien, il en donne une très correcte interprétation. Et il manifeste cette distance par rapport aux contingences politiques. Non pas qu'il s'en occupe pas, mais il montre pas qu'il s'en occupe trop, tant et si bien qu'il peut résister à la première cohabitation et être élu facilement en 1988, après 2 ans de cohabitation. Parce qu'il a su rester sur l'essentiel et incarner une fonction, encore une fois, très originale dans les régimes démocratiques contemporains, c'est-à-dire le président de la République sous la 5e, qui, encore une fois, est à moitié un souverain et à moitié un élu, si j'ose dire. On a tout la monarchie républicaine, comme on disait en 58. Exactement, mais ça a ses vertus. Et ça permet surtout à cette institution de survivre aux contingences politiques. Aujourd'hui, on l'a vu de manière caricaturale ces derniers jours, avec un président de la République qui intervenait visiblement dans la Constitution, y compris dans le moindre détail du gouvernement, et qui est aujourd'hui sans défense face au mécontentement de l'opinion. C'est pourquoi, et c'est bizarre, parce que ça va être un hommage qui va être un peu mal compris peut-être, mais c'est pourquoi que l'idée de la proportionnelle, de la 6e République, qui a été portée par une force dont je suis très éloigné personnellement, à savoir la France insoumise, eh bien cette idée apparaît finalement assez utile. Peut-être plus juste pour le citoyen lambda, peut-être plus juste. Oui, mais pas encore une fois, là pour l'instant, la proportionnelle est populaire parce qu'on croit que ça va permettre de donner la parole aux Français. Il faut faire très attention. La proportionnelle a aussi de nombreux défauts. Ça donne la parole aux partis surtout, et ça peut nous amener à une autre situation d'un gouvernement de non-majorité. C'est pour ça que la solution la plus raisonnable, et encore une fois, c'est pratiqué de manière efficace, notamment dans les communes, depuis la réforme de fer de 1982, les Français le connaissent bien, puisqu'ils connaissent en niveau municipal, c'est un système, encore une fois, proportionnel, avec une prime majoritaire pour la force politique arrivant en tête. Ça permet à la fois de bien représenter les forces politiques et d'avoir une majorité à la fin. Frédéric Abécassis, les 3 voix veulent réagir. Oui, je suis d'accord en grande partie avec Jérôme. Effectivement, il y a plus des ajustements à faire en réalité sur cette 5e République. Passer à la 6e et on met tout à la poubelle. Président, Premier ministre, le mode de scrutin qu'on vient longuement d'en parler. C'est plus simple, je pense, même si ce sera pas si simple que ça, mais il faut le faire en plus assez rapidement parce qu'on parle déjà de la censure du gouvernement Bayrou. On va peut-être pas faire un gouvernement tous les 3 mois, mais une 6e République, avec qui, comment, combien de temps? Là, on part dans des incertitudes et des nébuleuses. Voilà. Bruno, moi c'est la question que je pose. La 6e République, on nous la vante, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais comment c'est perçu en local, Bruno Pomar, en fait? Moi, localement, dans ma ville, tout le monde s'en fout, franchement. D'accord. Non, mais c'est très je vais vous dire, les amis, c'est très parisien tout ça. Et moi, je suis dans les deux, mais c'est très parisien, donc ça nous intéresse, nous, peut-être, mais moi, quand j'en parle dans mon village et je vais au bistrot le dimanche matin, discuter avec les gens, c'est la 6e République, ils s'en foutent, mais alors vous imaginez même pas, quoi. Ils pensent plus à ce qu'ils mettent dans le caddie. Ouais, exactement, tu l'as dit, voilà, c'est ça le plus important. Je voulais dire à Jérôme Sainte-Marie, par contre, par rapport au président, oui, mais en même temps, un président qui devrait rester à sa place, quand on sait que ses prérogatives sont l'international et qu'on voit le travail qu'il a mené à l'international, on ne peut pas dire que c'est un champion du monde. Donc, où est la place du président de la République actuellement? C'est vrai. Et Albert Schulman, on donnera le mot de la fin à Jérôme Sainte-Marie. Albert Schulman voulait réagir. Oui, je voulais juste dire, mais je vais rebondir en fait sur Bruno. Je pense qu'effectivement, le problème du rôle du président de la République, c'est qu'il faut soit capable de réaliser ce rôle, de le prendre vraiment. Et l'international est un bon exemple. D'insuffler quelque chose. Et puis, la 5e République ne fonctionne, je crois, qu'à partir du moment où le président donne une vision de ce qu'il veut faire de la France. C'est ça, donner un cap. Et on n'a rien vu. Et pas sur plus. On est que dans le quotidien. Et forcément, ça donne pas envie aux Français d'aller voter. Allez, le mot de la fin. Jérôme Sainte-Marie. Oui, tout simplement 2 remarques. La première, c'est que la 6e République, moi je ne suis pas pour une raison toute simple, c'est que personne ne sait ce que ça veut dire. Ou plus précisément, c'est tout ce le que monde. je disais. Bien sûr. Oui, exactement. Et tout le monde y met sa propre intention. Donc aller mettre en chantier une 6e République, ça serait provoquer une nouvelle crise et perdre encore davantage de temps. Ça, c'est le premier point. Moi, je crois qu'il faut un aménagement de la 5e République et qu'à l'origine des problèmes de l'incarnation présidentielle, il y a peut-être aussi le fait que si le président de la République s'occupe de régalien,
c'est que nous sommes une nation souveraine, et c'est bien nos abandons de souveraineté qui rendent le rôle du président de la République un peu ambigu aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérôme Merci. Sainte-Marie. J'ai entendu des rumeurs que Cécile de Ménibus défendait la 6ème République à condition d'être présidente à vie. C'est vrai ou pas? Absolument pas. Ah bah je fais des rumeurs Ah, qui oui, courent. oui, on l'a entendu, pas. on l'a entendu. Non, mais Ah, moi, oui, j'ai- même la attendez, police, attendez. oui, Les renseignements territoriaux Non, de non, l'île. non. Moi, je refuse l'Élysée depuis 10 ans. Alors, voilà. Vous auriez pu m'avoir comme Premier ministre. J'ai dit non, je préfère les vraies voix de Sud Et Radio. vous m'auriez donné un poste? Oh ben oui, j'ai réfléchi encore. Laissez-moi réfléchir parce que je ne sais pas. Je ne sais pas où vous mettre. Ah bah là, vous avez tellement de talent. Oh, Allez, merci. vous restez avec Merci, nous. Jérôme Sainte-Marie. Raphaël, merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie. Encore Joyeux Noël. belle fête à vous. Raphaël, dans un instant, vous allez être face à nos auditeurs pour le qui c'est qui l'a dit. Et Vous là, savez ça c'est quand un même. spécial Noël, attention. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a un Américain dans le studio. S'il faut qu'on traduise le qui c'est qui l'a dit, eh ben attendez, on fait une petite pause. On va essayer de trouver comment on va le traduire. The who said what? Who said what? Ouais, c'est à peu près ça. Allez, on fait une pause. À tout de suite. Faut peut-être que j'arrête de chanter, moi, Non, finalement. non, allez-y. Il ne Non. pleut toujours pas. Non, c'est toujours pas. Il faudra appeler Rémi André. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix spéciales, pas spéciales du tout. En tout cas, on est là 25 décembre avec vous. On est ravis de vous accueillir. Merci de votre fidélité, en tout cas, autour de cette table. Bruno Pomar, fondateur du RAID et maire de Belleflou dans l'Aude. Albert Schoenmatt qui est avec nous, cofondateur de ce Scale-up Booster. C'est quoi Scale-up Booster? C'est Un important de le dire. accélérateur de start-up à impact international. C'est-à-dire qu'elles sont à 20 à l'heure et grâce à vous, bam, ça passe à 100. Le but, c'est un peu ça. Ah, c'est ça. Vous Sans voyez prendre de flash. Voilà. Frédéric Abécassis autour de cette table, directeur d'école de communication et de médias, et vous au 0826 300 300. Je vous le dis comme je le pense, à un moment donné, vous savez qu'il y a le sapin de Noël de Sud Radio, que nous allons peut-être avoir la possibilité de vous offrir des jolis cadeaux. Donc soyez extrêmement vigilants. Et quand je regarde le cadeau, je me dis, oh tiens, je l'aurais bien pris pour moi. C'est pas pour vous, Philippe Davout. Non, je sais. Vous ne pourrez pas comprendre. On peut y jouer, nous, en direct? Ah non, vous n'avez pas le droit. Non. Sinon, on appelle la police. Non, nous on offre des cadeaux C'est pas pour à des Philippe. gens sérieux, monsieur Bollard. Allez, Raphaël, c'est à vous de lancer le qui c'est qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit? C'est Noël 24. Joyeux Noël, on y va. Ah bah parfait. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Non, mais on est bien là, on est bien. on est bien. Raphaël, écoutez bien. Alors, c'est le quiz des plus beaux lapsus. Voilà. Qui De c'est l'année. qui l'a dit? 3 points. Écoutez bien. Vous savez, Michel Barnier a utilisé hier une nouvelle méthode. Qui a dit ça? Qui a fait ce lapsus? C'est un ancien ministre. Un ancien ministre. Écoutez, je sèche parce qu'il Qui est y a aux beaucoup finances. d'anciens ministres. Le maire? Non, Non, l'économie. économie financière. C'est Marty. Armand, C'est Martin. Armand. Bon, il a dit Antoine Armand. Antoine Armand, ministre de l'économie et des finances. Qui c'est qui l'a dit? Alors, c'est tout à 3 points. hein. Je crois qu'il y a au moins autant de raisons de douter que d'espérer. Enfin, plutôt d'espérer que de douter. Alors, qui est-ce qui a pu dire ça? Peut-être un centriste. Il a été ministre. Il a été ministre Mais et même pas que. haut placé. Et pas que. Pas que les ministres. Non, Pardon. allez-y, les vraies voix. Il a été Premier François ministre. Hollande. Non, Valls. Valls. non, Cazeneuve, non. Il a été ministre de l'Éducation nationale et Premier ministre. Attal. Bonne réponse de Frédéric Abécassis. Gabriel Trop Attal. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points. Notre programme, c'est le blocage des prix qui permet une baisse du pouvoir d'achat, LFP. qui évite une Non. baisse. Quel homme politique? Olivier Raphaël. Faure. Bonne réponse de Raphaël. Olivier Faure, Oui. premier secrétaire du Du PS. Parti Socialiste. Voilà. Qui c'est qui l'a dit, Raphaël, à 3 points? Quand j'entends Monsieur Vallot, excusez-moi, incapable d'être clair sur l'extrême gauche. Tanguy. Non, c'est un Raphaël. C'est Non, RN. non, c'est pas un RN. C'est un maire. Un maire de LR. Ouais. Qui aime, Jean le, Gouin. qui aime Non. le fromage. Oui. David Lisnard. Non, et la moutarde. Rebsamen. Non, il est pas LR. Il est maire de Dijon. Oui, mais il y a la moutarde, il y en a Qui ailleurs. aime le fromage. Bon, Oui. il n'y en a pas beaucoup de maires de LR, donc bon, écoutez, ça peut être. Non, je vois pas là. Le maire de Meaux. Copé. Copé. Ah, oui. Il a dit plus vite. Jean-François Copé, 3 points. Les Français d'origine étrangère ou de nationalité étrangère n'ont rien à craindre de la politique que je vais mettre en œuvre. Raphaël.
Roteillot. Non. Jordan Bardella. Bonne réponse de Bruno Pomar. Ah, mais il était temps parce qu'à chaque fois j'ai Fanny moi sur ces trucs-là. Ouais, Alors celle-là, un beau lapsus à 3 points. Cette phrase que nous devons gravir au fronton de l'Élysée. Et là, il a pris les pitons, les mousquetons et les cordes. Hein. C'est un montagnard? Non, alors c'est pas du tout un montagnard, c'est un Parisien pur et dur. Raphaël. Un Parisien pur et Raphaël, dur, il a le même prénom que vous. Guzman. Non, mais vous répondez après l'auditeur. Excusez-moi, j'ai toujours pas compris les règlements. Fait 10 fois que je dis. Attendez, excusez-moi, Bruno Pomar, est-ce que vous voulez une petite camomille? Mais je voulais pas filer Fanny, Cécile, c'est ça le problème. Eh ben, il faut tricher. Il y a des gens qui performance sur ce plateau. Moi, je suis Fanny là. Humiliation. Question, qui c'est qui l'a dit? Ma volonté, c'est d'être président de la République jusqu'à la dernière minute de son élection. Celle-là, elle est excellente. Attendez, Raphaël. C'est sans doute Macron, Bayrou. Allez-y. Ah ben non, j'allais dire Macron. Non. Bah, si c'est pour dire des conneries, c'est pas la peine. Non, il n'est pas président, il dit ma volonté, c'est d'être président de la République. Alors, il a été ministre de l'Intérieur. Darmanin. Alors, ils ont été un peu plus rapides. On leur met 3 points à chacun, comme ça, ils sont pas faits. J'étais pas un peu à l'avance par moi. Non. Allez, je vous mets 3 points à chacun. Allez. C'est qui l'a dit? Celle-là, elle est très drôle. Que proposent les deux autres forces de gouvernement, RN et LFI? Pardon, les deux autres forces d'opposition. Macron? Non, Raphaël. Raphaël? Écoutez, c'est Bayrou. Non, il vient de le dire. C'est bien de dire Macron. 3 points pour Albert. Normalement, tu aurais dû l'enlever parce qu'il a répondu avant. Les camarades, c'est quand même magnifique. Philippe Richard sort de ce corps. Mais il est où Philippe en fait? Il est en vacances. Philippe, tu lui as dit à Bruno que c'était Noël? Oui, il sait pas. Allez, question qui c'est qui l'a dit? 3 points à Sciences Po. Il ne doit y avoir aucun propos antisémite, aucun propos antiraciste. Raphaël. Bon, bah ça c'est fait. Ah bah c'est donc Madame Borne. Non, il aurait dû être ministre de la Justice. Xavier Bertrand. Bonne réponse de Frédéric Abécassis. Il dit rien, Frédéric, mais pas alors voilà, fin des hostilités. Qui c'est qui a gagné? Eh ben, match nul entre Raphaël et Frédéric, 9 chacun, et match nul entre Albert et Bruno, 6-6, 9-9, 6-6. Bah Raphaël, bravo Raphaël. Bah écoutez, merci des vraies voix. Il y a un petit cadeau de Noël là peut-être. Ah ben c'est votre cadeau de Noël, c'est de nous avoir eu. C'est pas mal. Exactement, tout à fait. Vous avez bien raison, Cécile de Bénébus. C'est pas vos questions. Raphaël, merci en tout cas beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous faites quoi dans la vie, Raphaël? Eh bien, écoutez, je suis cadre supérieur dans une université en tant que juriste. D'accord. Vous n'êtes pas inspecteur des finances? Non, mais. Non, parce que j'arrête pas de vous vanner depuis tout à l'heure, donc faut que j'arrête. C'est pour ça que non, mais j'ai quelques acquaintances avec le camarade du RAID, voilà. C'est vrai? Ah bon? Il faut ouvrir le micro, allez-y. Oui, c'est-à-dire. C'est ouvert, non, c'est l'autre bouton, allez-y. Oui, vas-y. Vas-y quoi? Mais qu'est-ce que vous avez comme acquaintance? Je travaille dans un secteur d'activité qui est assez similaire avec le camarade du RAID. Oui, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas envie de le dire, là. Ah, tu veux pas le dire? Je ne peux pas le dire, je suis tenu par un devoir de réserve. Ah ben oui, je suis con. C'est l'éclair de réalisme de Bruno Pomar. Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Raphaël, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, on vous embrasse. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal avec la météo Rémi André, le coup de gueule de Philippe David. Que fait-on de notre pognon? On en parlera dans un instant, soyez les bienvenus. C'est les vraies voix. Un petit peu de danse ne fait pas de mal. Voilà. On vous souhaite un joyeux Noël si vous venez de nous rejoindre. Merci en tout cas de votre fidélité aux vraies voix. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h autour de cette table. Aujourd'hui, Bruno Pomar, fondateur du RAID et maire de Belleflou dans l'Aude. Albert Schulman qui est avec nous, cofondateur d'un accélérateur de start-up, ça s'appelle Scale Up Booster. Et Frédéric Abécassis, directeur d'école de communication et de médias. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Oh, l'argent des Français n'est pas bien géré et je vous dire, j'ai une certaine nostalgie. En attendant, vous allez comprendre. Le 0826 300 300, vous nous laissez des messages, on les écoute. Oui, bonjour Sud Radio, ma radio préférée. Je suis là, je vous écoute et je vous envoie un message. Bon Noël à tout le monde. Que tout le monde soit heureux et en bonne santé. Au revoir.
Eh ben voilà, ça c'est un message de bonheur. Un message joie et de bonne bonheur. humeur. Voix du Sud, hein. Ouais. Oui. Voix du Sud. Oui, vu l'accent. Vous êtes ça flic, fait- vous. Hein. Ça veut dire qu'il y a du policier dans la... fine, si tu veux, c'est mon métier en même temps. Mais est-ce que quelque part, ce qu'il n'y a pas de beau dans ce message, c'est qu'il est très écuménique. On peut être catholique, protestant, juif, musulman, et se souhaiter joyeux Noël et se faire la bise. C'est un moment de Est-ce que joie, de c'est bonheur. pas- Oui, c'est pas C'est un ça. moment de joie, de bonheur, oui, absolument. Oui. Oui, il y a un moment de calme et de sérénité aussi. Qu'est-ce que vous allez faire C'est quoi comment vous travaillez la nouvelle année finalement, Albert Schulman? Est-ce que dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, est-ce que finalement vous faites beaucoup vous dites bon, à partir de janvier je serai comme ça et ça dure 2 semaines, ou alors vous êtes plutôt du genre finalement à aller jusqu'au bout de ce que vous aviez imaginé pour l'année Oui, suivante? qu'il y a pour les résolutions. Ouais. Oui, en Je l'occurrence. cherchais le mot, hein, je brode depuis tout à l'heure, mais il n'est pas venu. Merci Non, Philippe. Moi, je vais faire un régime. Oui, ça c'est l'éternelle révolution, on l'a tous. Non mais celle-là, on sait que on la tient pas de toute façon, donc c'est pas la peine. Non, dans le travail, non, pas de changement avec la nouvelle année, c'est juste de la continuité avec les clients qu'on a. Et puis en vie personnelle, bah ça dépend. Quand j'ai, comme c'est le cas, ma fille qui vient des États-Unis, bah voilà, ça nous fait une vraie rupture et Qu'on embrasse. et ça nous Qu'on permet- embrasse. Et voilà. Qui est là. avec nous d'ailleurs, avec un Américain qu'on salue également. D'ailleurs, si jamais vous repartez aux États-Unis, n'oubliez pas Philippe David. Il va faire une antenne de Sud Il va Radio. falloir changer la taille de la valise. Non, mais- You're listening to South Radio. Vous l'emmenez, un petit coup de goulag pendant 6 mois, ça va le calmer. Non, moi, comme je suis un hyperactif, je pense à 2025 avec toutes mes équipes de policiers, tous mes bénévoles qui travaillent comme des fous à faire du rapprochement en police-population. Et j'ai plein d'idées, évidemment, pour développer tout ça. Et je suis même allé faire une prière au Sacré-Cœur il y a quelques jours avec ma compagne pour que tous les projets que j'ai puissent aboutir. Et puis trouver, puisque tu as parlé de pognon, après, trouver du pognon, parce qu'il faut trouver du pognon. Parce Non, mais c'est l'État important. nous a- Racontez ce que vous faites sur le terrain, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Cette relation entre la police et les jeunes, finalement. Ben, ça fait 34 ans que je me suis engagé là-dessus. J'étais policier au RAID à ce moment-là, d'ailleurs, quand je l'ai fait. J'ai mobilisé près de 500 policiers maintenant autour de moi, dans notre association, qui vont quasiment au quotidien mettre en place des actions dans les quartiers, dans plus de 160 villes, les quartiers très difficiles, expliquer évidemment le métier de policier, ce que c'est dans les quartiers les plus difficiles que vous imaginez. Et j'ai 500 policiers formidables qui appartiennent à des BAC, à des BRI, à tous les services Au de RAID. police, au RAID aussi, et qui font un travail formidable de lien social, parce que vous savez que Et la le police, résultat, c'est quoi? Pardon? Le résultat, finalement? Ben, le résultat, c'est un pour- peu d'appréhension au début et ça passe? Oui, bien sûr, avec les jeunes toujours, puisque c'est l'autorité, le policier, mais c'est surtout redorer le blason qu'on noircit toujours de notre police, qui est tellement utile dans notre pays. Et la résolution de 2025 de Frédéric Abécassis, c'est quoi? Un régime? Déjà, il commence par faire Oui, nom de déjà. l'athlète. Déjà, Non. ça Non, mais démarre mal. il s'attendait au Mais régime. oui, évidemment. Si, en plus, c'est vrai. Non, comme Albert, c'est que, en fait, il y a une continuité. C'est que les résolutions, c'est une espèce de truc de stratégie. Dit, tiens, pendant cette année, je vais faire ça. Or, c'est plus possible maintenant. Il faut s'adapter. Donc, rester, s'adapter, anticiper le plus possible. Et surtout, après les vacances de Noël, c'est l'occasion de faire un break et de recharger les batteries. Mais on va pas partir sur des résolutions. L'idée, c'est de s'adapter. Et Carpe Diem. Aussi. Philippe Surtout. David, ne changez rien. Je veux que vous ralliez comme d'habitude. Allez, c'est Ah maintenant. bah écoutez, je vais râler. Ah bah non, mais c'est après la pub. Bah oui, vous pouvez dire ce que vous allez faire quand Ah bah même. oui, pardon, mais vous Pardon, avez pardon. raison. Oh, toutes mes excuses. Ah, il débute de la radio. Eh bien oui, je vais vous Après moi, dire. la sécurité, je vous en supplie. Bonne Je vais soirée vous avec dire une chose, c'est quand même rare, mais je vais hurler contre une privatisation, vous allez voir laquelle. Allez, à tout de suite. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h. Petit tour des chants de Noël, voilà, qu'on aime bien, avec autour de cette table Bruno Pomar, fondateur du RAID, Albert Schubman, cofondateur de Scale Up Booster, et Frédéric Abécatis, directeur d'école de communication et de médias. En attendant, même si on est dans les dans les revendications dans un instant avec Philippe David, il y a un sapin de Noël Sud Radio. Maintenant, vous allez pouvoir peut-être remporter, écoutez bien, votre baptême de saut en parachute dans le centre de parachutisme chute extrême, peut-être votre casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes, ou peut-être, parce qu'il y a énormément de cadeaux. En tout cas, il y a un cadeau pour vous au 0826 300 300. Vous allez me donner un chiffre. Venez avec moi. Venez. Je vais faire venir quelqu'un. Come with me. On a un Américain. On a un Américain dans le Take studio. this mic. Take this seat. This one. Sit down and shut up. And give me a number between 1 and 50. 23. No. No. 15, sorry. Oh, 15. 15. Ah, okay. 12.
Le 12e appel. Oui, exactement. Oh, 12e bon en anglais, appel au standard. Et ça vient des États-Unis, pour vous dire. 0826 300 300. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, chose qui s'imposait les jours de Noël, un village qui se situe dans le 12e arrondissement de Paris, puisqu'il s'agit du ministère des Finances. Pourquoi le ministère des Finances? Parce que en cette période où les caisses sont vides, et où on peut supposer, sans trop s'avancer, qu'on va encore et toujours plus nous faire les poches, les dossiers sortis par le journal Le Monde sur les fraudes aux immatriculations, grâce auxquels des voyous s'engraissent, laissent pantois. Ainsi donc, les aides aux bus électriques ont inspiré certains. J'ai bien dit bus et pas minibus. La seule fraude que je connaisse à Cécile étant les largesses qu'elle accorde à Philippe Bilger au qui c'est qui l'a dit. Donc, parlons des bus électriques. Fin 2022, ils s'en immatriculaient une 50aine par mois. Mais à partir de janvier 2023, les bus ont fait des petits puisqu'on est passé à 300 par mois. Des bus qui n'ont jamais existé, mais qui ont pourtant touché les aides, des aides qui pourraient atteindre, accrochez-vous bien, 12 millions d'euros selon le quotidien. Ce n'est pas fini. Toujours selon les décodeurs du Monde, la privatisation des immatriculations a fait exploser les fraudes. Des fraudes qu'on pourrait subodorer, comme ce garage qui, quelques jours après sa création, a fait l'acquisition d'un parc de plus de 5000 véhicules, et pas des moindres, avec une dizaine de Porsche, plus de 200 Audi, 2 Harley Davidson, 6 limousines et même 2 poids lourds Scania, un garage sans locaux, salariés ni boîte à lettres, une énième société écran dont l'explosion du parc en un temps record n'a même pas alerté les pouvoirs publics. Une astuce pas difficile à mettre en place puisqu'il suffit d'obtenir une autorisation préfectorale qu'on peut se voir octroyer en créant une micro-entreprise. Et après, c'est la fête puisqu'on peut tout faire ou presque, y compris échapper aux contraventions, contourner les malus écologiques et blanchir une voiture volée en vue d'une revente. Certains le payent cash, comme ce jeune homme dont l'identité a été usurpée et qui, avec plus de 300 véhicules immatriculés à son nom, alors qu'il ne possède qu'un scooter, a reçu une pléiade de contraventions. Bref, en privatisant les immatriculations, on a permis tout et n'importe quoi, notamment pour des margoulins qui pillent l'État en profitant du système, au risque de passer pour un vieux con, comme je regrette le temps où on allait chercher sa carte grise à la préfecture. Alors, non mais c'est scandaleux, mais tu sais, ça me rappelle un petit peu le Covid et tu sais, les indemnités sur les entreprises. Oui. Il y a plein d'entreprises qui ont été montées, il y a un paquet de fric, moi j'ai quelques informations très... Un pognon de dingue. Ah mais c'est un pognon de dingue, c'est le cas de dire. Mais là c'est... Vous saviez le nombre de gens qui avec le PGE se sont achetés des Porsche. Oui, absolument. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que l'État est incapable de contrôler derrière, c'est-à-dire les fonctionnaires. Pourtant, Dieu sait si on en a des fonctionnaires. Hein, et Dieu sait si les entreprises sont surveillées quand même. Oui, ça, oui. Albert Schulman. On devrait supprimer les aides. Ce sont des indulgences, comme on disait avant. Bien sûr, sous la royauté, oui. Voilà, on devrait supprimer les aides, ça supprimerait des bureaucrates et on aurait plus de place pour recruter des policiers, des infirmiers, etc. Et aussi des gens qui feraient les cartes grises dans les préfectures, c'est plus simple. Par exemple. C'est hallucinant comme histoire, non? Et moi, ça me rappelle les fraudes à l'alternance, le dispositif d'alternance. Pareil. Comme il y a des aides de l'État, il y a des boîtes qui effectivement prennent un alternant, prennent surtout l'aide de l'État, qui était de 8 000, 8 un temps, maintenant à 6 000, et puis ensuite ils ferment ou ils disent non, je monte une autre boîte. Oui, c'est ça. Et je redemande 6 000. Oui. Et ça marche. Donc, si ça commence, ça y est, heureusement, il commence à y avoir des contrôles. Mais ça a bien marché. Et ces entreprises, elles ont forcément, il y a un droit de regard, il y a une agrégation, quelque chose quand même, non? Ils déposent le bilan et puis c'est tout. Non, mais pour monter une. Non, ils prennent un alternant, donc si l'école est d'accord et le contrat est signé. Et ils touchent l'aide. Et après, ils déposent le bilan, ils ferment. Et après, ils déposent le bilan, ils ferment. Exactement. C'est un truc classique, ça. C'est pour ça que là, maintenant, on est versé 500 € par 500 €. Et exactement, et qui verse maintenant chaque mois et qu'il faut prouver que l'étudiant est encore en poste. Mais c'est difficile aujourd'hui pour les policiers, justement, toutes ces fraudes. Faut être au courant de plein de choses. Enfin, c'est compliqué quand même. Il y a des services qui travaillent là-dessus, mais il y a aussi les banques, etc., qui ont des services qui luttent contre le. Alors, Tracfin, mais même les banques à l'interne, que ce soit la BNP, la Banque Postale, toutes les banques travaillent avec des services, mais il y en a tellement. Si on arrête... C'est incontrôlable le truc. En fait, on parlait de 6ème République, 5ème République, il faudrait juste changer le système, arrêter de donner de l'argent à tout le monde pour les inciter et faire en sorte de baisser les charges pour que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Il y a des trucs tellement logiques. Et regarde, l'aide à la rénovation énergétique, c'est pareil. Alors là, il y a eu des affaires, mais alors complètement dingues. C'est ma compagne qui me l'a soufflé. Pourquoi vous avez truandé? Parce qu'elle m'envoie les infos. Mais comme à chaque fois vous foutez de moi quand je parle, je réponds. Alors, je vais dire, nous se moquer de vous, c'est
pas notre genre. Alors, il y a 2 témoins et ça les fait rire. Jamais de la vie. Et donc, elle m'envoie des infos. Mais c'est vrai, la rénovation énergétique, c'est un scandale aussi. Ça. Et rappelez-vous, il y avait eu des fraudes, il y avait eu un gros procès sur la fraude à la taxe carbone. Là, il y avait eu un film qui avait mis carbone. Là, c'est au-dessus du lot. Là, c'était des milliards. Des milliards. Non, mais il y a forcément des vides juridiques un petit peu partout, donc forcément. Non, c'est manque de contrôle. Cécile, moi je pense que c'est juste le manque de contrôle. Mais il suffit de pas donner d'argent. Il suffit de laisser parler le marché. On donne plus d'argent de l'État, etc. Résultat, il n'y aura pas de fraude. Mais tu sais, ça peut servir aussi à certaines personnes quand même. Non, mais après, vous êtes un peu dur. Entre tout et rien. On gère que l'exception. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire une règle, on en fait une exception. J'aime bien quand vous me regardez quand vous dites exception. J'adore. Mais tu sais, j'en reviens au Covid. Quand le gouvernement, et en l'occurrence le maire, ministre des Finances, a dit aux banques, etc. Allez-y, c'est open bar avec le PGE. Même les contrôles des banques disaient bon, ok, on fait, qu'est-ce que vous voulez. Et les mecs ont profité 15 000, 20 000, 30 000, 50 000. Mais est-ce qu'on peut être dans la demi-mesure, en fait? Est-ce qu'on peut donner un petit peu sans vraiment donner? À un moment donné, c'est où on donne pas, Albert Schulman, forcément. Bon, donc sur les entreprises, c'est encore une fois, quand il y a on peut pas pénaliser les uns parce que d'autres sont des fraudeurs, en fait. Si, je suis d'accord, mais quand il y a des besoins d'exception, il faut faire des exceptions. Mais il faut que ça reste des exceptions. Pas faire des chèques en permanence, avec des aides en permanence, parce que ça donne envie à des organisations d'organiser justement la récupération de l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que le problème, c'est que ces gens-là sont spécialisés, c'est-à-dire ils produisent sans arrêt. Et à un moment donné, les services de contrôle ne peuvent plus assumer. Donc on laisse passer. Frédéric voulait réagir. Non, mais je suis d'accord avec Albert, et ça permettrait pour mieux entreprendre et d'avoir de meilleurs réflexes aussi, puisque là en France, quand on veut entreprendre, globalement les gens vous bloquent parce qu'il y a un réflexe à la française. Ah mais t'es sûr que tu veux vraiment entreprendre? Ah mais t'es sûr que tu vas trouver des clients? Et là ça changerait, on aurait des réflexes plus à l'américaine, où quand on dit aux États-Unis j'entreprends, immédiatement tout le monde est go, on est avec toi, amazing, etc. etc. Il y a un Américain dans le studio, il a contaminé tout le monde. Ça fait une émission, c'est complètement dingue. Merci beaucoup Philippe David, puisque 0826 300 300 on va vous parler d'un peu de Noël, parce que c'est normal, avec nos auditeurs du jour. Xavier est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir les Grenouilles. Comment ça va? Joyeux Noël. Joyeux Noël. J'aime bien moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous. J'étais avec ma femme et mes 2 bambins de 9 mois et 3 ans hier soir. On a mangé plein de choses, et notamment mon fils qui a 3 ans a goûté du caviar, il a goûté un peu de tout. Et il a adoré le caviar. Alors d'habitude on n'achète pas ça, on a fait vraiment une exception. Surtout des gens de gauche, on n'achète pas de caviar. Xavier. C'est donc ce qu'on appelle la gauche caviar. On est d'accord? Non, c'est très drôle. Est-ce qu'ils ont aimé, parce que ça reste un mets d'exception quand même, le caviar. Est-ce qu'ils ont aimé? Adoré, je sais pas, il a adoré, donc moi j'ai un peu peur pour les prochains Noël, parce que s'il réclame du caviar, ça va être chaud, quoi. Ah bah oui, fallait pas commencer, j'ai envie de dire. Question, vous êtes à Bordeaux, j'espère que c'est du caviar d'Aquitaine quand même. Ah oui, c'est du caviar d'Aquitaine, effectivement, produit par l'entreprise, excusez-moi, je fais de la pub, caviar, voilà, j'ai pas d'action chez eux. Mais il y a une entreprise en Nouvelle-Aquitaine, on fabrique du caviar. Absolument. Ah bah très bien. Bougez pas Xavier, parce que Majid est avec nous. Bonsoir Majid. Bonsoir Majid. Quelques petits messages sur les réseaux sociaux, intéressants aussi peut-être. Et oui Cécile, la période des fêtes réchauffe les cœurs des internautes sur X, anciennement Twitter. Il y a des tweets pleins de tendresse qui font chaud au cœur, comme celui de Christine, qui dit, je cite, peu importe ce qu'il y a sous le sapin, le plus beau cadeau c'est d'être entouré de ceux qu'on aime. Et puis il y a des joyeux Noël. Et pas un mot pour nous Philippe, il aurait pu dire, ça aurait été pour les vrais voix. Et puis justement, il y a des joyeux Noël un peu plus personnels pour par exemple Philippe David, comme Steph qui a tweeté, merci, joyeux Noël à vous aussi, et merci pour vos coups de gueule qui sont toujours très pertinents. Merci. J'ai même un auditeur fidèle qui s'appelle Gourdance, il m'a envoyé ce matin sur Twitter un Père Noël avec un gros cadeau, il y a marqué coup de gueule. Je vous jure que c'est vrai. Allez-y Majid. Et il y en a d'autres un peu plus comiques, faisant référence à l'altercation entre l'auditeur et Manuel Valls, comme Michael Scott qui souhaite un joyeux Noël à tout le monde, mais surtout à Jean-Noël. Voilà. Bien sûr, c'est le prénom de l'auditeur en question. Et pour finir, Malia F qui nous partage un message poignant, joyeux et bon Noël à tous, avec une pensée particulière pour ceux qui ont perdu un être cher, dont l'absence est douloureuse. Ceux qui sont loin ou seuls, sans famille, loin des yeux, mais près du cœur. Merci beaucoup Majid. Et 0826 300 300 avec Richard qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir à vous. Alors Richard, ce Noël à Toulouse. Toulousain. Ah ben, je suis on a mangé des saucisses. Ah, vous n'êtes pas resté à Toulouse? Ah bon?
Non, je suis parti en Haute-Corrèze chez ma belle-maman. Ouais. Une toute petite maison, mais on a amené un peu de beurre truffé. C'est un pote qui nous vend caviar, de beurre la truffe truffé. pas cher. Et puis on a mangé ce qu'elle a récupéré avec les chasseurs, de la biche. C'est top. Ah En fait, non, voilà. non. Ah ouais. C'est le luxe de la campagne. Ah bah, mais dis donc, des gourmets ce soir. Mais dans le au sud-ouest, on téléphone. aime manger. Bordeaux, Toulouse, excusez-moi. Et vous avez été gâtés, Richard? On a fait un Secret Santa, en fait, avec 30 € chacun. Ouais. Et on a gagné un loto. Et une hache. Vous avez gagné une hache? Une hache? Oui, une hache gravée avec un arc électrique. Ça fait des drôles de dessins. On dirait des estampes japonaises. C'est rigolo. J'ai trouvé ça assez amusant. Ça sent le serial killer. Vous voulez nous dire quelque chose, Richard, ou voilà? Non, mais c'est sûr que comme cadeau, une hache, ça envoie du bois. Oui, puis ça. C'est pour aider les sceptiques. Quand vous avez des doutes, ça vous aide à trancher sûrement. Ça doit être ça. Le seul Voilà, policier qui n'achètera jamais de hache, c'est celui qui était autour de la table. Ah, c'est bon ça. J'ai 2 9 mm et ça marche très bien. Ouais. Ça fonctionne très bien. On plaisante. En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci d'avoir été avec nous. On vous embrasse. On est en forme. Joyeuse fête. On est en forme. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Albert, de quoi allons-nous parler? On va parler de Trump qui veut récupérer le Canada, le Groenland et le canal de Panama. Il a raison, j'aurais fait pareil. Frédéric Abécassis. De l'Ukraine encore et toujours avec une nouvelle frappe russe. Et Bruno Pomar. Des courtes peines. Et vous voulez pas savoir ce que j'ai eu à Noël? Non, ça me non. Bon, allez-y, dites-nous. Non, mais laissez-nous le suspense. On va aller chercher les auditeurs. Toute la France attend ça. C'est Patrick. J'ouvre mes fenêtres, je mets la musique à fond et tout le monde me regarde, l'air de dire mon Dieu, elle a pris cher, Cécile de Manibus. Vous me permettez de vous faire ma version? J'adore ça, les chants de Noël. Vous mettez des chants de Noël à la maison, pardon Philippe, vous mettez des chants de Noël à la maison autour de... Oui. Non, pas particulièrement. Non, franchement, non. Frédéric, C'est son fils cadet qui a fait ça, qui a fait une super playlist. Ah, mais c'est canon, je trouve. Il y a un petit côté festif. Il y en a de tout le temps. Ah, mais c'est génial. Et vous? Moi, nous voyons, on met des sons, mais moi je voulais dire, vous êtes la seule à écouter des chants de Noël l'été. Moi, je suis le seul à boire du rosé l'hiver. Comment vous avec dire? modération, comme dirait. Et avec modération, comme dirait Alain Marty. Ma question, c'est quand vous parlez, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en 2025? Puisque comme il m'a tout fait en 2024, on va faire encore plus en 2025. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, vous voyez les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table-là. Et ben tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnu. Le tour de table. De l'actualité. Puisqu'aujourd'hui, ils sont 3, on vous l'avait dit. Bruno Pomar, puisqu'on va commencer par vous, je suis sur l'utilité d'instaurer des courtes peines et vous demandez effectivement Darmanin au travail, puisque à l'époque, à l'intérieur, il comprend en fait ce qui s'est peut-être passé et les problèmes entre la police et la justice. Oui, alors d'abord, c'est ce que demandent les syndicats, ce que demandent les 152 000 policiers, les 100 000 gendarmes, les 27 000 policiers municipaux, c'est que lorsqu'il y a une interpellation sur des faits réels, quoi, effectivement, qui est une sanction immédiate à ce que produisent les jeunes, plus ou moins jeunes, etc. Et je pense que la doublette Retailleau Darmanin est quand même assez intéressante. Alors le travail va être un peu dur parce que j'ai vu ce matin un communiqué du syndicat de la magistrature là qui était même pas un communiqué, c'était vraiment un truc politique. C'était au vitriol. En disant qu'il n'y avait pas de garde des Sceaux avec Darmanin littéralement. C'était hallucinant. C'est un truc de fou. Ces gens-là me font peur. Bon, mais en attendant, il faut que la justice se passe. Alors on va me dire oui, mais il y a 78 000 personnes en prison et donc on en met en prison. Ouais, est-ce qu'on met toujours les bons? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je pense que pour les courtes peines, c'est quelque chose d'important. Pour le jeune d'ailleurs, hein, parce que ça permet de faire une peine éducative, moi j'appelle ça, parce que je suis très branché sur l'éducation des gamins, je trouve que c'est important, mais il faut sanctionner tout de suite, et aussi pour nos policiers, qui font un boulot de dingue sur le terrain, et qui trouvent des gamins qui, on rentre au commissariat, on ressort, un pied de nez ou un doigt d'honneur, et la vie continue. Non, je crois que c'est important que le gouvernement puisse travailler sur ce sujet, encore une fois, la partie n'est pas gagnée. Et que la réponse pénale soit immédiate. Évidemment. Alors, la difficulté, moi je pensais à un moment donné, il y a les anciens tribunaux d'instance qui sont devenus des tribunaux de proximité. Il y en a 300 en France qui gèrent les affaires civiles. Je pense qu'il y a un truc intéressant peut-être à faire avec ces tribunaux-là, parce que les tribunaux sont saturés de saturés. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise toi t'as commis ça, boum, tu vas payer. Voilà.
Vous êtes d'accord avec les courtes peines, Frédéric Abécassis? Oui, pleinement d'accord, pas de souci. Et juste l'axe Retailleau-Darmanin a l'air très bien sur le papier. Après, il faudrait juste qu'ils mettent de côté quelques inimitiés anciennes, époque Fillon et Macron. Mais l'axe est plutôt encourageant, bon augure. En tout cas, ça va peut-être dans le bon sens. Alors peut-être que ça va être un petit peu tendu sur la relation, mais c'est deux hommes de droite, même si Darmanin est passé Renaissance après, puis son mouvement citoyen, populaire. Un mouvement. Non, je pense que c'est important qu'ils puissent travailler main dans la main. Mais alors c'est vrai que Darmanin va avoir du boulot. C'est plus du Dupond-Moretti, c'est plus du Migaud. Là, c'est du Darmanin. Ça a été compliqué, Dupond-Moretti, pour les policiers sur le terrain? C'est que Dupond-Moretti, à mon avis, il a réglé plus des affaires personnelles que vis-à-vis des magistrats que le boulot de magistrats qu'on avait besoin d'avoir au sein du ministère de la Justice. C'est tout le problème. Là, on a, je pense, un vrai politique. Dupond-Moretti est un excellent avocat, tout ce qu'on veut, mais c'est pas un vrai politique. Darmanin est un vrai politique. Est-ce qu'il va arriver à avancer sur le sujet? Là, c'est une belle interrogation. Albert Schulman? Je suis d'accord. Je suis assez optimiste si ça dure plus de 3 mois, évidemment, ce nouveau gouvernement. Je suis assez optimiste parce que c'est censuré le 16 janvier, ça va être court. Parce que Retailleau et Darmanin, si jamais ils se plantent là, c'est fini. Ah oui, parce que je veux dire, là, ils peuvent pas se permettre de se planter. Donc il faut qu'ils s'entendent. Albert Schulman, puisque vous avez la parole, Trump a annoncé vouloir récupérer le Canada, le Groenland et le canal de Panama. Alors qu'il n'est toujours pas président. Hein. Donc il fait des annonces. Hein. Voilà, il fait des annonces comme il l'a fait. Je rappelle qu'en 2016, il avait annoncé qu'il allait renouer avec Taïwan et qu'il allait mettre l'ambassade à Jérusalem. Il l'a fait à Jérusalem. Le message, il était uniquement pour les Chinois. Hein. Oui. Et ben là, c'est pareil. C'est ce que les Américains appellent the art of the trade. Donc j'annonce, je mets des cartes. L'art des affaires, l'art de la négociation. Exactement. Et en fait, je pense que le vrai sujet, c'est et j'en ai parlé effectivement avec Doug, notre Américain. Le vrai sujet, c'est le canal de Panama. Ça a coûté 38 000 vies aux Américains. Ils l'ont entièrement construit et financé. Ouais. Aujourd'hui, c'est eux qui payent 75% des taxes, des droits de passage, etc. Et en plus, la Chine commence à s'intéresser de plus en plus à ce qui se passe là-bas. Et comme, pour être très clair, l'opposition, elle se fait maintenant entre les États-Unis et la Chine d'une façon mondiale. Je crois qu'il faut être clair sur le fait que le monde n'est pas un multipolarisé, mais un bipolarisé. C'est ça. Eh bien, je crois que le vrai sujet, c'est le canal de Panama. Et ça va être un vrai sujet. Et c'est un canal, pour information, ceux qui ne savent pas, ça fait 80 km de long, hein, ça permet de rejoindre les deux mers, et ça permet pour les Asiatiques de livrer la côte est des États-Unis. Absolument. Non, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, Trump, même s'il fait peur à certains, c'est quand même un pragmatique. Et ça veut dire que c'est pas un mec qui vient de la politique politicienne pure. C'est un chef d'entreprise qu'on a connu et qui est capable de dire des choses que les politiciens purs ne diraient pas. Et je pense que sur l'affaire du canal de Panama, c'est une bonne raison. Financé par les Américains et utilisé par le monde entier. Excusez-moi, ça me rappelle 1956, la nationalisation du canal de Suez par Nasser, cette histoire. Frédéric Abécassis. Là, c'est plus effectivement du business. Hein. C'est le chef d'entreprise Trump qui parle. Oui, c'est évident. Et juste sur le Groenland, en fait, en 46, Harry Truman déjà avait demandé à récupérer le Groenland. Il voulait l'échanger contre de l'or et une partie de l'Alaska. Oui, parce le Groenland avait servi pour les avions américains pour partir vers l'Europe de lieu d'escale. Finalement, l'histoire se répète un peu. Oui. Absolument. À partir de 19h, dans l'émission de 19h-20h, on aura justement un avocat pour expliquer finalement le retour de Trump aux États-Unis. Qu'est-ce que ça génère, vous qui connaissez bien les États-Unis, est-ce que aujourd'hui il y a plutôt une fierté, un engouement à se dire que les choses changent? Il y a plus de 60% des Américains qui sont pour. Parce qu'en fait, il veut résoudre les vrais problèmes fondamentaux qui sont le pouvoir d'achat, qui sont l'immigration, qui sont pourquoi on donne des aides à certains alors que moi je les ai pas, etc. Donc en fait, il y a 60% qui attendent ça. Moi, ce que je trouve très impressionnant avec Trump, c'est qu'il applique vraiment la théorie du chaos. Qui avait été promue par Nixon. La théorie du chaos, c'est je vais me rendre complètement incontrôlable en apparence, comme ça tout le monde est sur la défensive. C'est pas Bruno qui me dira le contraire, c'est quand tout le monde est sur la défensive, les Chinois, les Russes, etc. C'est vachement plus facile de faire avancer mais ça mon fait propre peur agenda. ça fait peur aux pays aussi, forcément. Aux autres peut-être, mais aux Américains pas trop en ce moment. C'est même plutôt le contraire. Mais récupérer le Groenland encore, c'est pas très peuplé de ça, mais récupérer le Canada, là, ça paraît quand même un peu gros, non? Je pense aux Québécois. Récupérer le Groenland, il faudra demander au Danemark. Qui a déjà démenti. Le Premier ministre danois a déjà il y a des gens qui prennent sans demander. Hein. Ça existe quand même autour de ce monde. Ça me rappelle, excusez-moi, une citation très drôle du général de Gaulle
Gaulle, quand la France était en conflit avec Monaco sur les exilés fiscaux, qui avait dit faire la guerre à Monaco, c'est très simple, mettez 2 bus en travers de la route. Frédéric Abécassis sur l'Ukraine peut-être. Ouais, sans transition, parce que. Comment dire Ce matin aux aurores, la Russie envoyait des missiles et des drones sur des installations énergétiques à Kharkiv, en Ukraine. Ça m'a fait penser à 3 choses. Un, où est la trêve de Noël ? La fameuse trêve de Noël inhérente normalement à chaque guerre, y compris aux guerres les plus graves. C'est ce que dit Zelensky. Voilà. Souvenez du film Joyeux Noël qui parlait de la trêve de Noël à la Première Guerre mondiale. 2, en plus, les drones et missiles ont survolé la Moldavie et peut-être la Roumanie. On est moins sûr sur la Roumanie. Alors ils ont démenti. Hein. La Roumanie, oui, la Moldavie par contre non. Pas la Moldavie. 2, ça a été assez peu relayé finalement cette info. Je l'ai tout juste trouvé quand il fallait chercher un sujet. Je pense que ça n'a pas été du tout abordé dans les JT ce midi, qui ont plutôt fait leur super reportage sur les enfants qui ouvrent leurs jouets comme chaque Noël. En attendant le reportage du 31 sur l'ouverture des huîtres. Donc ça a été peu relayé. Et 3, peu commenté. La Moldavie s'est insurgée. J'ai vu une réaction du Premier ministre travailliste britannique. Rien en France. Ça va me dire mais le gouvernement il vient à peine d'être composé, donc peut-être qu'ils avaient autre chose à faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est 3 réflexions. Enfin, les réflexions, c'est un peu la guerre continue en Ukraine. Ça fera bientôt 3 ans. Oui, 3 ans dans 2 mois. Dans 2 mois, et tout le monde s'en fout. En fait. C'est fou, Bruno Pomar, comme finalement on s'habitue à tout. Et plus rien ne. Alors ça nous hystérise la première année, et puis après les choses, une information, on pousse une autre. Oui, ça devient presque des faits divers. Mais c'est triste. Mais oui, c'est sûr que c'est triste, parce qu'il y a des gens qui meurent pendant ce temps, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais de toute manière, et la population civile, qui sont souvent les dégâts collatéraux de ces trucs-là. Oui. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez, ça nourrit les industries d'armement qui sont vachement utiles au PIB de nos pays, de la France, des Américains, etc. Donc ça rapporte tellement de milliards que est-ce que c'est pas bien de faire un petit peu la guerre et de balancer des missiles à $300 000 ? Ça peut être sympa. Si on en balance une cinquantaine tous les 2 jours, c'est sûr que ça fait un paquet de milliards qui rentrent dans les caisses. Mais c'est terrible à dire, mais c'est un peu la vérité. Et tiens, tu parlais à l'instant des drones. L'avenir de la guerre, c'est les drones. Beaucoup, oui. Et là, pareil, c'est du pognon. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et on passe aux populations qui morflent. Moi, je crains que la trêve de Noël n'a pas existé parce que le 20 janvier, Trump va devenir président. Et que les Russes font leur maximum pour avoir le plus d'as dans leur carte, à tout prix. Et je crois que le vrai sujet, stratégiquement, il est là. Ouais. Donc on peut prévoir à 3 semaines d'offensive dure de la Russie, parce que il reste tout petit peu plus de 3 semaines pour être le 20 janvier, et vous pensez qu'une fois que Trump est là, ils vont dire voilà, on a récupéré le Donbass, ceci, cela et la Crimée, maintenant on signe pour un partage de l'Ukraine. Je me permets de rappeler qu'à peine Trump a été élu, que quelques semaines plus tard, Zelensky a commencé à dire qu'il était prêt à négocier une perte de certains territoires contre la paix. Oui. Ouais, merci. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant. Retour sur la polémique autour de Manuel Valls, traité d'étron, je cite, par un auditeur sur une radio concurrente. En réaction, Rima Hassana de LFI a exprimé un soutien à l'auditeur. Sommes-nous finalement dans une banalisation de l'insulte ? Alors, parlons vrai. Est-ce que des parlementaires ne devraient pas tweeter ça ? Et êtes-vous choqué par le soutien de parlementaires, et il n'y a pas eu que Rima Hassan, aux injures contre Manuel Valls? Eh bien, vous dites oui à 52%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et Philippe Moreau-Chevrolet sera avec nous, professeur de communication politique à Sciences Po. On vous souhaite la bienvenue. On reste ensemble jusqu'à 19h. Merci de votre fidélité aux Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. It's beginning to look a lot like Christmas. Vous savez, Cécile, que j'ai toujours aimé les voix de crooner. Pas vous ? Si. Mais c'est vrai, des voix de crooner, c'est beau, ça a quelque chose de sensuel. Malheureusement, elle est avec vous tous les jours. Et c'est Maxime, notre réalisateur, qui a commis cette agression verbale en direct le jour de Noël. Mais pas du tout, c'est intelligent, tout ce qu'il dit est intelligent. Qu'est-ce que tu voulais que je dise ? Cette osmose qui est entre vous deux, c'est formidable. C'est fou, hein, c'est fou. Vous voulez pas savoir ce que j'ai eu comme Noël, non ? Non. En même temps, quand on appelle ça de l'osmose... Non, parce que c'est super mon cadeau, c'est pour ça que je voulais dire. Alors attendez. On peut mettre... Je vais faire un jingle à la bouche. Le cadeau de Bruno Pomar. Alors, j'ai eu un truc... Bon, allez, on y va. Allez. J'ai eu un baptême en Epsilon. Vous savez ce que c'est ? C'est un avion d'un petit avion de chasse mono-turboprop qui permet aux pilotes de chasse d'être formés.
Et à Pontoise, là-bas, je vais faire un vol avec ça, je vais faire des loopings et tout le bordel. Ah, c'est génial. Sympa, hein Vous en foutez? Ah non, c'est génial. Non, et c'est- personne n'a souri, rien du tout quand j'ai dit ça. Ah non, mais c'est le moment de radio 2024. Alors s'il y a un moment de radio, c'est celui-ci. Je Bruno pense Pomar. que oui, c'est à retenir. C'est à retenir, voilà, c'est ça. Magnifique. Voilà, vous nous ferez des photos. Offert par ma compagne. Je plaisante. Oui, oui. Ah bah, Non, magnifique. je plaisante, je me Qu'on moque de embrasse. vous. Mais je pense que ça va être un truc de dingue. Oui, en train de vomir en plus. Et voilà. Vous venez le câlin. On dit des trucs sur des chants de Noël et vous cassez la magie. C'est pas Il possible. est simplement pragmatique. Allez, on vous souhaite la bienvenue tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Manuel Valls et la politique, ou l'histoire d'une relation tourmentée, faite de rupture et de trahison. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon. Je quitte le Parti Socialiste ou le Parti Socialiste me quitte. Qui s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter. Ce que je vais faire à Barcelone correspond beaucoup à ce que je défendais ici, à ce qu'on va continuer de défendre ici. Je dis que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Et focus sur Manuel Valls qui a donc été violemment insulté hier. Ce qui a choqué aussi, c'est la réaction de la députée LFI Rima Hassan qui a exprimé son soutien à l'auditeur sur les réseaux sociaux. Alors faut-il accepter ce type de soutien des politiques dans un débat public? Alors parlons vrai. Le niveau du personnel politique français vous inquiète-t-il? Et à cette question, êtes-vous inquiet du soutien de parlementaires aux injures contre Manuel Valls? Vous dites oui à 52%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Moreau-Chevrolet est avec nous, professeur de communication politique à Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. D'abord un petit tour de table sur ce qui s'est passé. Albert Schulman, cet auditeur sur une radio concurrente qui a insulté en direct Manuel Valls qui était au micro. En fait, on a l'impression que tout est permis aujourd'hui. Mais je crois qu'on est rentré dans l'ère de la violence et malheureusement il n'y a plus de respect et je trouve qu'il faut respecter au minimum l'homme. Et c'est toujours facile de s'énerver lorsqu'on n'a pas été aux fonctions comme l'a été Emmanuel Valls, pour le bien ou pour le pas bien. Après on est d'accord ou pas d'accord. C'est un problème d'appréciation personnelle après. C'est ça. Bruno Pomar. Je pense déjà que le journaliste, qui est normalement un professionnel, aurait dû couper court. Ah, il a coupé. Il dit, au bout d'un moment, il a coupé. Non, il a coupé directement. Il a dit, on peut pas vous laisser insulter. Hein. Ouais, mais il l'a laissé parler ça a été dit. Excusez-moi, David. Philippe. Attends, ça a été dit. Non, je crois que mon camarade a dit les choses comme il fallait. Comment peut-on, ça doit être encore un sympathisant LFI là qui a dû être commandé par la caste. Je m'en fous. Non, mais c'est moi qui le dis. J'assume totalement ce que je dis. Mais moi je le dis aussi. Mais encore une fois, mais encore une fois, je trouve ça pitoyable parce que ce monsieur, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, lui dire Manuel Valls, on peut le critiquer. Moi, c'est vrai que quand il est parti en Espagne, je lui dis quelle connerie il fait de partir en Espagne. En attendant, il a été député maire d'Evry. Moi, je l'ai très bien connu. Je le connais très bien même. Il a été Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il a fait un bon job en tant que ministre de l'Intérieur. Comment ce mec-là peut se permettre de l'insulter comme ça? Je trouve que mais c'est à l'image de l'Assemblée nationale, de tous les pantins qu'on a à l'Assemblée nationale, qui s'invectivent toute la journée, qui s'insultent, etc. C'est plus ça, l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai connu il y a des années. J'ai escorté un ministre, j'allais voir les séances à l'Assemblée nationale. Ça avait de la gueule dans les années 80-90. Là, on se rend compte que voilà, c'est la politique et puis le peuple en même temps qui fait comme nos politiques, c'est-à-dire on se lâche, on insulte, on agresse même physiquement nos élus. Frédéric Abécassis. Oui, que des humoristes ou des chansonniers s'amusent que Manuel Valls parte à Barcelone, veuille revenir dans un gouvernement, etc. Voilà, ça c'est normal. C'est du pain béni pour eux, c'est normal, pas de souci. Par contre, effectivement, non seulement à l'Assemblée nationale, il y a de moins en moins de nuances et de subtilités, et là on passe à un autre stade maintenant, c'est qu'on insulte et que c'est normal. Ces gens-là vont dire, quand des parlementaires soutiennent, disent ah non mais l'insulte fait partie maintenant, va faire partie de notre acte politique. Quel exemple on donne aux jeunes? Après, on demande aux jeunes de respecter la règle, la loi. Mais c'est pas possible quand on a ces députés qui à l'Assemblée. Non, mais franchement, le monde est à l'envers. En fait, on est passé d'adversaire à ennemi. Si on regarde bien dans tous les domaines, on est passé d'adversaire à ennemi. Donc je déteste l'autre parce qu'il nous a trahis. C'est ce que dit l'auditeur en question. Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. On dit toujours que l'insulte, c'est le langage des faibles. Aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est le langage des forts, puisque finalement, on insulte les gens et on se fait retweeter par des élus. Est-ce que on est dans un monde un peu, comment dire, est-ce qu'on vacille aujourd'hui? Oui, on est en train de changer d'époque. On a vu ça avec Trump. Trump a l'habitude d'insulter ses adversaires.
même en les traitant parfois de grosses truies, hein, ça lui est arrivé pour une de ses adversaires politiques. Il avait traité Hillary Clinton d'escroc, de menteuse, de voleuse. Il avait promis de la mettre en prison en 2016. Il l'a pas fait, mais il a fait toute sa campagne là-dessus en répétant sans arrêt les mots Hillary, qui veut dire en gros Hillary escroc. Et il l'a dit une fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est vraiment martelé. Il aime bien faire ça. Et ce style-là est en train d'intégrer le débat politique français par des populistes, donc par LFI, qui trouvent que c'est transgressif, ça plaît aux gens, c'est populaire. Ça permet de marquer des points, de se faire connaître, de montrer qu'on est authentique, qu'on est sincère, puisque on montre le fond de sa pensée. Même si c'est un fait tout à fait inacceptable et effectivement nauséabond. Bruno Pomar. Cher monsieur, vous êtes prof à Sciences Po. Je pense que vous avez un rôle à jouer aussi, puisque vous avez un peu les élites de la politique future dans vos écoles. Est-ce que vous n'avez pas un ton à donner à vos cours, etc. Je vous attaque pas quand je dis ça. Je vous le dis par rapport à ce qui s'est passé à Sciences Po il y a quelque temps. Alors on est complètement dans les démocrates modérés. On pourrait dire les élus raisonnables, les gens raisonnables sont pour l'instant totalement démunis face aux populistes. On a les armes, on comprend à peine ce qui se passe. Il faut comprendre que la plupart de la classe politique, en dehors du RN et de LFI et de Reconquête, qui sont les plus en pointe là-dedans, c'est dur, sont complètement démunis. On ne sait pas comment réagir, on ne comprend pas comment faire pour éviter que ça dégénère. On en est là pour l'instant. Et je prétends pas être plus malin que les autres. Je regarde ce qui se passe, j'essaie de comprendre et de trouver des tactiques en face. C'est pas évident du tout. Vous voulez dire que vous êtes dépassé en quelque sorte? Allô? Oui, vous voulez dire que vous êtes un peu dépassé, vous en tant que prof? Pour l'instant, collectif, on n'a pas la solution. D'accord. Mais certains disent que les propos, notamment sous la 3e République ou la 4e République, étaient parfois encore plus virulents, avec notamment des propos antisémites qui avaient été odieux au Parlement. Je pense à un député qui avait crié à Pierre Mendès France « circoncis », chose à laquelle Mendès France lui avait répondu « je vois que votre femme est trop bavarde ». Est-ce que quelque part, à l'époque, il y avait des injures, mais il y avait quand même un autre niveau pour répondre? Alors, à l'époque, ce qui était très différent, c'est que c'était pas un vecteur de popularité. Ouais, c'est ça. On savait que ça existait, mais ça se passait pas devant 10, 20 millions de personnes, c'était pas relayé. Et ça n'avait pas ce poids-là. Donc Mendès France était à la fois capable de répondre ça à un député en séance. Il a toujours été normal d'insulter au Parlement. Par exemple, la longueur qui sépare les deux côtés du Parlement britannique, le côté travailliste et le côté conservateur, a été calculée pour que des épées ne puissent pas se croiser, donc ne puissent pas se combattre à l'épée. On est sur quelque chose qui est vraiment très violent dès le départ, le Parlement. Mais c'est supposé rester à l'intérieur du Parlement et ça n'a jamais été supposé devenir une méthode de communication grand public en quelque sorte. Mais on est dans une hystérisation de la vie politique, mais est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne forcément sur une petite catégorie de gens? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a une France silencieuse qui est ulcérée d'entendre ça. Alors les gens sont officiellement ulcérés, mais ils adhèrent quand même. Oui. Si vous voulez, on peut ne pas aimer que Valls se fait insulter. Moi, je trouve ça absolument atterrant. Mais ça permet de marquer des points parce qu'on se dit, on a un esprit de vengeance par rapport aux politiques, de défiance. On est dans quelque chose qui est dans l'affrontement radical aujourd'hui. Donc on peut se permettre d'insulter sur les réseaux sociaux. Donc quand un homme politique le fait, on se dit, tiens, il est comme nous finalement, il nous ressemble et on marque des points comme ça. C'est là où on a du mal à trouver la parade ou la façon efficace de combattre face à des gens comme Trump. Bon, alors Albert Schuman veut réagir. Ouais, je trouve qu'on est de plus en plus dans la culture de la violence et du bouc émissaire. C'est toujours l'autre. Donc on pointe toujours quelqu'un d'autre pour son propre malheur. Et plus le temps passe et plus on est mal et plus on est violent dans sa façon d'eux. Et si les hommes politiques font pareil, et bien finalement beaucoup de Français ou ailleurs se retrouvent dedans parce que finalement ça leur permet de sortir l'énergie négative qu'ils ont en eux. L'étape d'après, c'est la violence. Philippe Moreau-Chevrel, vous êtes d'accord que l'étape d'après, c'est la violence? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive plus à trouver de terrain commun. Essayez de le faire avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Prenez un sujet, Gaza, je sais pas, le RN, les 11 millions d'électeurs, etc. Prenez un sujet et essayez de dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous. Vous verrez qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver de terrain commun. Et donc, il n'y a plus que l'insulte, l'invective, parce qu'on est tellement polarisé
qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, et c'était complètement juste, on n'est pas des adversaires, on est des ennemis. Et si on reste dans cette catégorie d'ennemis, effectivement, il restera bientôt plus que la violence. Ouais, mais si on est des ennemis, Daesh, c'est quoi alors? C'est ça le problème. Il y a une gradation, pardon. Il y a une gradation des mots. Je reviens sur. Alors, il y a eu pas mal de choses. Souvenez-vous sur la campagne à l'REM, à la mairie de Paris, de Benjamin Griveaux, qui avait traité ses rivaux à l'investiture de fils de pute et d'abrutis. Non mais, ce qui est dingue, c'est que finalement, il y a une colère, colère des Français, c'est-à-dire qu'on pousse les gens, finalement, les gens à bout, quoi. Et on a l'impression que ce soit les politiques ou les citoyens français, tout le monde est à bout en fait. Philippe Moreau-Chevrolet. Oui, ça, on entretient, en fait, on polarise les gens, mais ça, c'est pas tous les partis qui le font. On a des gens comme Édouard Philippe qui, en pleine crise, va dire, écoutez, moi, j'ai pas toutes les réponses, on va calmement faire front ensemble et on va essayer de lutter ensemble. Voilà, il y a des gens qui tiennent encore des discours de rassemblement. La plupart des hommes politiques qui veulent percer, si vous regardez bien, ils tiennent des discours d'exclusion où on est hyper violent contre une catégorie. X, Y ou Z, et il y a plus, et on polarise à fond. Et c'est devenu une sorte de martingale, quoi. On réussit avec ça. Mais alors, moi, je voulais vous poser une question, parce que on prenait l'exemple sous la 4e République. Moi, quand j'ai vu un député, Sébastien Delogu, mimer littéralement un coup de boule au Benjamin de l'Assemblée nationale lors du vote du président, moi, le fan de foot, j'ai déjà vu des cartons rouges pour moins que ça, et je me dis qu'un député qui fait ça, qui n'a quand même pas de sanction, je trouve ça grave. Est-ce qu'il y a un certain laxisme, y compris dans l'hémicycle ? Je pense qu'il faut changer les règles du jeu au sein de l'hémicycle à partir du moment où tout est vu de l'extérieur. Oui, éducation. Ça peut pas être la même chose. Éducation. Moi, je voulais saluer d'abord la réponse que vous avez faite, monsieur Philippe Moreau-Chevrolet. Moreau-Chevrolet. Bravo, parce que vous êtes prof et c'est pas toujours simple, mais si on le ramène à l'école, c'est exactement la même chose à l'école avec les profs et les élèves qui sont de plus en plus violents, qui s'invectivent, qui se battent, etc. Et ce que dit ce monsieur à Sciences Po, qui est quand même de l'élite, ça pose des questions quand même sur notre démocratie. Oui, absolument. Nous, on a les mêmes problèmes qu'ailleurs. Hein. On a des étudiants qui sont évidemment un peu plus. Moi, j'ai des 3e cycles, donc des élèves qui sont déjà beaucoup plus avancés dans les études. Donc à ce stade-là, ils ont quand même fait le choix d'être là et ils sont pas en train de s'insulter, mais il y a quand même de très fortes tensions politiques. Et ça, on a beaucoup de mal à les gérer. Moi, je leur rappelle toujours de prendre du recul et d'essayer de trouver un terrain commun, d'essayer de voir toutes les phases du problème avec tous les angles possibles et se mettre à la place de l'autre, essayer de percevoir le monde avec les yeux de l'autre. Ça permet de beaucoup désamorcer les problèmes. C'est qu'on dit aux gens, on leur demande pas de changer d'avis. On leur demande simplement de regarder avec les yeux de l'autre pour essayer de comprendre la perception de l'autre. Et ça, c'est déjà énorme. Vous êtes prof et modérateur en même temps. Parce que c'est un atout. Oui, mais on leur donne ça aussi parce que dans leur futur métier de dirigeant ou autre, ça va être un atout pour eux. Ça va les aider, eux, de comprendre comment fonctionnent les autres. Donc, à partir du moment où ils comprennent ça, ça devient plus simple. Frédéric Abécassis, court. Alors ça marche sur effectivement l'enseignement supérieur avec des gens comme vous, mais c'est plus inquiétant sans doute à l'école primaire où il commence à y avoir vraiment beaucoup de laxisme et d'absence de respect. Et c'est là en fait que ça se joue. Oui, Philippe Moreau-Chevrolet. Oui, ça c'est ce que Gabriel Attal a proposé. On s'est beaucoup moqué de lui, mais les cours d'empathie, c'est pas du tout idiot. Alors, on pourrait répondre qu'il y a un certain nombre de politiques qui devraient prendre des cours d'empathie. Mais ça avait quand même le mérite de dire, voilà, on va travailler ça, on va rappeler aux gens de faire attention à l'autre. Parce que ce qui a été vraiment loupé dans la crise Covid, pour moi, c'est que ça aurait dû être un moment où on aurait dû dire aux gens, faites attention aux autres. Le plus important, c'est ça. Le reste, la discipline, les attestations administratives, voilà, vous oubliez. Mais faire attention aux autres, ça, c'est vraiment important. C'est pas le message qu'on donnait. On a donné un message quasiment de guerre, de mobilisation, etc. Alors qu'on aurait dû dire simplement, faites attention aux autres. Ça, c'est une occasion manquée. Il y en a beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi le gouvernement qui a sa part dans sa communication pour dire aux gens, faites attention aux plus anciens, aux plus fragiles, à vos amis, à votre famille, faites attention aux autres, ça devrait être un mot qu'on devrait rappeler en permanence. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet d'avoir été avec nous, professeur de communication politique à Sciences Po. Merci beaucoup, on vous souhaite de belles fêtes et puis... Et avoir un Philippe Moreau-Chevrolet quand on a un Américain dans le studio, c'est fabuleux quand même. Ça rentre pas. Allez, on va vous offrir un cadeau. Et puisque grâce à Doug. Doug en français, Doug en Amérique. Doug. Ah oui.
grâce à Doug, vous allez pouvoir remporter un très beau cadeau. Isabelle est avec nous de Bayonne. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Allô, allô. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Alors, Isabelle, comment ça va Isabelle? Ça va très bien, je suis tellement contente de vous parler, Cécile. Oh, vous êtes un ange, moi aussi je suis contente de vous. Je vous trouve extraordinaire. On va appeler ma mère derrière, vous allez lui dire. Vous avez beaucoup bu pour le réveillon. Isabelle, est-ce que vous êtes quelqu'un, vous êtes coquette, vous aimez quoi? La technologie? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? C'est quoi votre... comme cadeau? Qu'est-ce que vous aimeriez comme cadeau, par exemple? L'aventure. L'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Hein. Quoi d'autre? Bernard Giraudot et compagnie. Quoi d'autre? Je pense que tout me ferait plaisir. Hein. Ah bon, d'accord. Vous savez quoi? Il y a un peu d'aventure dans ce que je vais peut-être trouver sous ce sapin. Allez, on regarde. Écoutez donc, vous avez donc remporté quelque chose de magnifique puisque vous avez remporté 1 an de lingerie chez Etam. Oh, yes. Oh là là, si ça c'est pas l'aventure. Voilà, exactement. Là ça veut dire qu'une fois par mois vous pouvez vous faire plaisir. C'est un très joli cadeau. On est très content de vous l'offrir puisque je sais pas si vous êtes allé voir récemment chez Etam, mais c'est très mignon ce qu'ils font. Hein. C'est très sexy et très mignon. Hein. Ah ouais. Merci aux vraies voix, vraiment c'est génial parce que ça fait partie vraiment de l'aventure. Ah ben voilà, c'est une aventure. Vous êtes marié, fiancé, quelque chose? Je suis célibataire. Ah, à Bayonne, Isabelle, célibataire. Vous faites quoi dans la vie? Hein? Je suis couturière. Ah, couturière, magnifique. Ah, voilà. Voilà, vous pourrez vous coudre des bas affriolants. Voilà. En tout cas, on va laisser votre numéro de téléphone. Hein, vous savez, là, alors, toutes les oreilles sont là. Je vais vous faire une remarque. Si vous avez une très jolie voix, Isabelle. Ah oui, vous avez une bonne voix. Et puis si vous faites bien les chipirons à l'encre et le gâteau basque, laissez votre numéro, vous allez avoir des soupirants. Mais c'est pas vrai. Non mais Isabelle. Mais c'est vrai. Il en manque pas une. Hein. Mais non, il n'en manque pas une. On parle de trucs un peu jolis, sexy, avec une bonne saucisse. Attends, les chipirons à l'encre, c'est super bon. C'est des espèces de petits encornés avec de l'encre, du riz, c'est fabuleux. Vous savez quoi, Philippe David? Je peux plus rien faire pour vous. J'ai tout donné là aujourd'hui. Allez Isabelle, on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Merci en tout cas, merci mille fois. On est très heureux pour vous. Un an de lingerie chez Etam. Merci beaucoup. Merci Albert Schulman, merci Frédéric Abécassis, merci beaucoup Bruno Pomar. Vous restez avec nous en tout du sport. Alors on va faire une rétrospective de rugby avec Alexandre Priam, des Jeux Olympiques avec Laurent Louillat, de l'année politique avec le politologue Jean Petot et de Pourquoi Trump avec Olivier Piton, avocat français aux USA et auteur du livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique. Allez, on vous embrasse. On revient dans un instant. À tout de suite. Et on lâche rien.